Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux ce soir de vous souhaiter la bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Rendre vivant le nouveau guide d'enseignement efficace en lecture avec M. Pascal Lefebvre. Donc, cette formation est rendue possible grâce à du financement du ministère de l'Éducation. Alors, nous le remercions. Et puis, ce soir, quelques petites directives avant de débuter. Simplement pour vous dire que la présentation de ce soir, elle est enregistrée et elle sera rendue disponible sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Alors, on vous invite à ouvrir votre caméra et à mettre votre micro en sourdine. Par ailleurs, si vous voulez poser des questions durant la présentation, eh bien, je suis certain que Pascal se fera un plaisir de répondre à vos questions, soit lorsque vous utilisez la boîte de clavardage ou encore le micro, là. Alors, Pascal vous donnera les petites directives tantôt. Et puis, on va vous demander de vous inscrire. On va insérer tantôt dans la boîte de clavardage le formulaire de présence. Et à la fin, eh ben, on vous demande, si vous voulez, de remplir le formulaire d'appréciation. Je vous souhaite une super belle soirée et je sais que ça va être excellent. Fait que, hein, on arrête ça tout de suite. J'arrête de parler et je cède la parole maintenant à Pascal. Pascal, c'est à toi. Merci Louis, puis merci le Centre Franco de m'avoir invité pour vos instituts d'automne. C'est un plaisir toujours. Donc, avant de commencer, je remets le lien pour la présentation PowerPoint. Donc, n'hésitez pas à télécharger la présentation. Je vous donne les droits de l'utiliser et de la partager si jamais vous voulez partager avec des confrères, consoeurs. C'est libre d'utilisation. Pas besoin de me contacter pour me demander la permission. Tout d'abord, j'aimerais quand même faire la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Merci. Donc, pas un petit mot pour me présenter. Je suis formateur et consultant en éducation et en orthophonie ici en Ontario et surtout au Québec maintenant aussi. Maintenant en France et en Belgique, et j'ai même reçu une demande pour la Guyane française. Donc, j'étends mon territoire de formation. Vraiment content, ça se peut que j'aille en Guyane française. Donc, je suis orthophoniste de formation en Ontario et au Québec, et j'ai été professeur-chercheur dans des programmes d'orthophonie de l'Université d'Ottawa et de l'Université Laurentienne pendant 15 ans, où j'ai fait de la recherche et de l'enseignement. Et j'ai publié de nombreux ouvrages scientifiques, surtout reliés à la prévention des difficultés en littératie. Ce que je vais faire, je vais mettre maintenant dans le chat le document où vous pourrez, le document de présence. Donc, je vous invite à le remplir afin que vous puissiez faire partie de la liste des participants. Donc, vous avez juste à aller remplir ça pendant la présentation ou après la présentation. Donc, le lien est là. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous soyez capable d'identifier les connaissances et habiletés fondamentales en lecture à enseigner de la maternelle à la 3e année primaire. Je vais expliquer ce que je veux dire par connaissances et habiletés fondamentales en lecture lors de la présentation. Et mon deuxième objectif, c'est que vous puissiez expérimenter des enseignements explicites des connaissances et habiletés fondamentales en lecture qui vont être intégrés dans des contextes authentiques d'apprentissage. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi une formation en lecture interactive enrichie, c'est basé là-dessus. Mais on va faire un peu plus de précision en lien avec les habiletés fondamentales en lecture. Tout d'abord, c'est une chose qui est importante à préciser, c'est qu'il y a eu une enquête publique de la Commission ontarienne des droits de la personne qui s'appelait le droit de lire. Puis ça a donné un choc électrique au système d'éducation de l'Ontario
parce que les recommandations disaient qu'on ne respectait pas les obligations de l'Ontario en matière d'exercice de droit de lire des élèves. Donc, on disait que l'enseignement qu'on offrait aux jeunes et surtout aux jeunes en difficulté, il pourrait être nettement amélioré, puis que la plupart des conclusions à laquelle sont arrivées et des recommandations devraient s'appliquer aussi pour les conseils de langue française. À noter que ce rapport-là a été publié avec l'apport des conseils de langue anglaise seulement. Et suite à ça, il y a eu une grande recommandation concernant le curriculum. On disait que le curriculum manquait d'informations sur l'enseignement des habiletés de base en lecture, donc les habiletés fondamentales. Et il suggérait qu'on ait un curriculum et un enseignement qui est plus basé sur la recherche actuelle, incluant l'enseignement explicite de la conscience phonologique, de l'analyse graphophonétique, pour mieux comprendre aussi les relations entre les graphèmes et les phonèmes, pour bien décoder et lire de façon précise et fluide. Donc, cet aspect-là, vous savez, il est peu détaillé dans notre curriculum actuel, ici en Ontario, dans le curriculum pour le français. Donc, ils ont publié ce guide. C'est un guide pédagogique que vous voyez ici à droite et il y a un lien en bas que vous pourrez accéder si vous voulez aller voir le site qui est associé à ce guide et vous pouvez télécharger ce guide. Donc, Claire dit oui, effectivement, il y avait un gros manque. Effectivement, lorsque vous regardez, surtout en première et deuxième année, la seule chose qu'on disait, c'est que l'élève pouvait utiliser les indices graphophonétiques pour lire les mots. Et c'est à peu près tout ce qu'on avait comme détail. Mais en fait, il y avait des guides d'enseignement efficace qui avaient été publiés, qui ont donné un peu plus d'informations. Et ce nouveau guide fait partie des nouveaux guides d'enseignement efficace, donc tout récent, 2022, que vous pourrez télécharger, puis que je vais regarder ensemble parce que je vais vous donner les grandes lignes, mais surtout, qu'est-ce que ça dit concrètement pour la pratique enseignante en classe. Donc, tout d'abord, une chose qui va être importante, c'est que ce guide-là se penche sur les habiletés qu'on voit ici à droite, habileté à identifier les mots écrits avec précision et fluidité en ayant recours aux correspondances graphèmes-phonèmes et à l'analyse des mots. Ça veut dire lire les mots. En d'autres mots, décoder. Donc, c'est la partie décodage. Et on voit qu'il y a une flèche à gauche qui dit que lire, on n'a pas besoin juste des habiletés de décodage. On a besoin d'habiletés orales, de langage. On le sait, dans plusieurs de nos conseils de langue française, on a plusieurs apprenants de la langue. Et pour eux, les habiletés orales de compréhension du langage, entre autres, c'est un grand défi. Puis dans le fond, pour avoir une bonne compréhension des textes, il faut non seulement décoder, mais il faut aussi comprendre. Et c'est inspiré d'un modèle très simple qu'on appelle le modèle simple de la lecture, qui est publié depuis 1986, donc ça date de longtemps, qui disait que pour bien comprendre en lecture, c'est le produit de deux choses importantes, le décodage et ensuite la compréhension du langage. En d'autres mots, si un élève a de la misère à décoder, c'est normal qu'il ait de la difficulté à comprendre. Mais il y a aussi des élèves qui ont de la misère à comprendre le langage. Donc, par exemple, je ne suis pas francophone, j'ai de la difficulté à comprendre le français. J'ai beau décoder les mots, je ne peux pas comprendre le texte parce que je n'ai pas le langage pour le comprendre. Donc, ça prend les deux. Donc, le guide s'est seulement penché sur les habiletés de décodage. Le guide ne donne presque aucune information sur les habiletés de compréhension du langage qu'il faut enseigner aux enfants. En fait, notre curriculum nous donnait plus d'informations à ce sujet-là. Et il y a un autre modèle qu'on voit souvent circuler, c'est le modèle de la corde de la lecture qui a été publié par Scarborough en 2001, donc il y a déjà 21 ans. Vous allez dire, oh, il utilise la vieille recherche. Mais en fait, cette recherche-là, vous allez voir, ça nous amène à mieux comprendre pourquoi on est arrivé avec les habiletés de décodage comme quelque chose d'important. Vous voyez, cette corde-là dit que pour devenir un lecteur expert, au bout de la corde à droite, il nous faut deux types d'habiletés, de la compréhension langagère et des habiletés à identifier visuellement les mots. Ce qui revient à dire, je reviens à la précédente, il faut décoder et comprendre le langage. Donc, c'est la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans la boîte compréhension du langage, on nous dit qu'est-ce qu'il nous faut enseigner. Il faut enseigner du vocabulaire, des structures langagères, des connaissances. Donc, il y a plein de choses à enseigner. Et si on regarde vraiment notre curriculum, il va nous donner beaucoup d'informations là-dessus. Et notre curriculum nous donnait plus d'informations sur l'enseignement de la conscience phonologique,
l'enseignement du décodage et ce qu'il appelait l'identification à vue, qui seraient 3 composantes importantes pour décoder. Donc, vous voyez que ça, on avait la partie inférieure de la corde, on avait peu d'informations. Donc, le guide qui a été publié voulait s'attaquer à cette partie-là. Parce qu'effectivement, on avait seulement le petit passage, utiliser des indices graphophonétiques pour lire les mots. C'est tout ce qu'on avait dans notre curriculum. Et le guide, voilà, a présenté un tableau très intéressant sur un développement, un continuum de développement sur des habiletés qui vont être, on dit, fondamentales pour la lecture. Donc, des habiletés qu'on doit installer entre la maternelle et la 3e année, qui vont faire en sorte que la partie décodage va pouvoir être automatisée. Ça, c'est notre objectif. Ce qu'il disait dans le guide, c'est qu'il ne faut pas juste enseigner ça. Il faut enseigner aussi le langage, les habiletés langagières. Donc, ne pas laisser tomber notre ancien curriculum pour le nouveau guide, mais bien la combinaison des deux. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, hein, laissez-les dans le chat au fur et à mesure, puis je vais faire de mon mieux là, pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Puis vous pouvez prendre la parole, bien sûr. Donc, sur ce tableau-là, on voit maternelle et jardin, 1e et 2e année, et on voit ici certaines habiletés qui vont appeler connaissances et habiletés fondamentales. Et tout ça, dites-vous que c'est pour améliorer le décodage des mots, afin qu'un élève puisse lire avec précision, donc pas se tromper dans ces mots qu'il lit, puis fluidité, qu'il lit avec une bonne vitesse aussi, avec une bonne intonation. Donc ici, on a la conscience phonologique. Pour ceux qui ont déjà travaillé en maternelle jardin, on en parle hein, dans le curriculum de maternelle jardin, mais comme par magie, on n'en parlait plus dans le curriculum de 1e année. Et on voit que c'est une habileté que oui, qui commence en maternelle jardin et qui s'estompe vers la mi-fin de 1e année. En d'autres mots, l'élève a besoin de développer sa conscience phonologique même en 1e année. Il n'a pas terminé son développement, donc il faut continuer à enseigner la conscience phonologique. Ce qui est intéressant dans ce guide-là, il disait qu'il y a un type de conscience phonologique qu'on appelle la conscience phonémique, donc la conscience des sons dans les mots. Donc, être capable de segmenter, donc couper des mots en sons, ou fusionner des sons ensemble pour pouvoir retrouver un mot. Et on parlait aussi de supprimer, ajouter ou changer des sons dans les mots, qui sont des tâches de conscience phonémique. Donc, on manipule les sons dans les mots. Vous voyez ici que c'est 1e et ça sera un peu vers 2e année. Et vers 2e année, ça s'estompe. Pourquoi on a montré ça? C'est parce qu'on sait que les habiletés de conscience phonologique et plus particulièrement conscience phonémique sont les habiletés les plus importantes à mettre en place hein, avant la 2e année. Parce que vous allez voir qu'en 2e année, il y a autre chose qui commence à prendre la place de la conscience phonologique. Donc, une chose qui est vraiment de la maternelle jardin jusqu'en 3e année, ils disent l'enseignement des lettres de l'alphabet et du système alphabétique. Donc, c'est de comprendre que oui, il y a un alphabet, les lettres portent un nom, et qu'elles fonctionnent en relation, ces lettres-là, avec les sons dans les mots. Et ce qu'on va appeler les correspondances graphème-phonème. Graphème veut dire les graphies ou les lettres, phonème, les sons. Comme par exemple, le graphème de la lettre R est associé au son R. Vous voyez, phonème R. Donc, cet enseignement-là des lettres et aussi de son système alphabétique, comment il se coordonne avec les sons, de maternelle jardin jusqu'à la 3e année. Donc, ça, on avait peu d'informations dans notre curriculum là-dessus. Et ce qui est intéressant, on voit ce qui apparaît en 1e année et qui va être très important lors de la 2e puis qui se continue en 3e, c'est ce qu'on appelle l'analyse des mots écrits. C'est que lorsqu'on commence à lire des mots et à avoir de plus en plus de mots qu'on reconnaît en lecture, on va commencer à avoir des régularités. On va voir que finalement, ce n'est pas juste au hasard. En fait, il y a des régularités qu'on va appeler orthographiques, que je vais expliquer un peu plus tard, et des régularités morphologiques. Puis ça va nous aider à lire, mais surtout à écrire les mots. Parce qu'on sait, par exemple, que si je veux écrire petit, c'est facile d'oublier le T à la fin du petit, hein, parce qu'on ne l'entend pas lorsqu'on le prononce.
Mais en fait, on va voir qu'il y a des régularités, comme par exemple, les mots d'une même famille peuvent m'indiquer, hein, ça, on va appeler ça une régularité morphologique. Donc, des mots de même famille pourraient me donner un indice qu'il y a un T dans ce mot-là à la fin. Donc, on va parler de ces analyses de mots écrits-là vers la fin de la présentation. Donc, vous allez mieux le comprendre en le voyant aussi, pour ceux que c'est un peu flou, là, ces termes-là, mais Claire, tu peux poser ta question. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Donc, Bonsoir. Juste pour clarifier, donc, le graphème, c'est évidemment les lettres, mais si l'élève ne peut pas faire le lien ou associer comme en calligraphie, c'est-tu la graphie versus graphème? Je me mêle tout le temps entre graphie et graphème. Ouais. C'est la même chose? C'est-tu... Non, la graphème, c'est la lettre, tout simplement. OK? Puis cette lettre-là, on peut faire deux choses avec. On peut la lire, la reconnaître, dire par exemple, c'est la lettre L, puis on peut l'écrire, ce qui est calligraphié. OK? Puis on va voir que la calligraphie, ou ce qu'on appelle maintenant graphomotricité, c'est un nouveau mot qu'on voit beaucoup là, en éducation apparaître, c'est l'acte d'écrire la lettre. C'est ça. La graphomotricité. Dans le fond, c'est la motricité nécessaire pour écrire les lettres, donc graphe. Oui. C'est ça, graphomotricité. Ça va? OK, c'est beau, merci. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de termes, hein, vous voyez, parfois qui sont synonymes. Donc, c'est bon de savoir au moins les synonymes parce que ce document-là va utiliser, je pense, le mot calligraphie. Puis dans d'autres documents, on dit graphomotricité. Donc, c'est un synonyme pour écrire la lettre. D'autres questions avant qu'on passe un peu plus côté pratique? Je pense que quelqu'un avait sa main. Je vois juste un 6+ avec une main levée. Donc, c'est clair. Ah non, ça va clair. OK. C'est bon. Ben, on continue. N'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, je vais juste remettre mon clavardage pour que je vois les questions. Parfait. Une chose qui va être importante à comprendre, c'est comment on fait, nous les adultes, pour plus décoder. Parce qu'on se le dit, nous, on ne décode plus les mots. Hein, on les reconnaît. C'est-à-dire qu'on les a déjà lus souvent, puis maintenant, on fait juste les reconnaître automatiquement. Et je prends toujours l'exemple, je vous demande, vous voyez mon curseur, il est en train de toucher un mot. Okay? Je vous demande de regarder ce mot-là, mais ne le lisez pas. Êtes-vous capable? Est-ce qu'un adulte est capable de s'empêcher de lire lorsqu'il voit un mot? Évidemment, non. Hein, vous savez que c'est écrit mécanisme. En le voyant, vous saviez que c'était mécanisme. Vous n'avez pas fait ek, can, ni. Non, vous ne l'avez pas décodé, vous l'avez reconnu. Donc, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Puis je pense que le guide s'est beaucoup basé là-dessus pour nous faire comprendre que le décodage, c'est important. En fait, on a découvert qu'il y a un mécanisme d'auto-apprentissage. Ça veut dire que les élèves, lorsqu'ils décodent, ils s'enseignent à reconnaître les mots automatiquement comme un adulte, comme nous. Parce que le but du décodage, c'est de ne plus décoder. En d'autres mots, on décode parce qu'on ne veut plus décoder. Parce que décoder, c'est de l'ouvrage. Tandis que pas décoder comme nous on fait, c'est rapide, c'est efficace et c'est précis. C'est ça qu'on veut. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que tout d'abord, ce qui est important, c'est la base en bas, les lettres. Il faut reconnaître nos lettres. Donc, en maternelle jardin, lorsqu'on monte, par exemple, ça, c'est la lettre P, comme toi, Pascal, ton nom commence par la lettre P majuscule. Ah oui, Amélie, toi, tu as un A majuscule au début de ton nom. Ah, Brigitte, tu as un B majuscule. Ah, mais tu as un T minuscule. Tu as 2 T minuscules, Brigitte, dans ton nom. Donc, on parle des lettres majuscules, minuscules, souvent en lien avec le nom des enfants. C'est de permettre de reconnaître les lettres. Donc, ça, c'est important. Puis on va en parler tantôt. Pour bien les reconnaître, il faut aussi les tracer. Donc, il faut calligraphier les lettres aussi. Et d'apprendre le nom et de les calligraphier, ça solidifie la reconnaissance des lettres. Mais ce n'est pas tout. Je dois associer ces lettres-là à des sons. Quand on comprend ce qu'on appelle le principe alphabétique. Ça, je vais le réexpliquer plus tard. C'est peut-être un mot nouveau, mais qui est utilisé dans notre guide aussi, qui veut dire, je dois comprendre que ces lettres-là que je vois dans des mots, ça correspond à des sons que je dis quand je dis des mots. Donc, c'est cette relation entre les mots à l'oral puis les mots à l'écrit. C'est de dire finalement, quand je dis un mot, puis il y a des sons là-dedans, puis ces sons-là sont rattachés à des lettres dans les mots, du même mot quand il est écrit. Puis de comprendre cette relation-là,
C'est là qu'on c'est plus facile de comprendre que lorsque je vois un mot qui commence par la lettre R, ça veut dire que je vais dire la lettre R au début du mot que je vais lire. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le principe alphabétique. Puis évidemment, ça parle des correspondances entre les sons et les lettres, ce qu'on appelle souvent le son des lettres. Puis vous voyez, quand on apprend le son des lettres, on apprend par exemple que la lettre L, lorsque tu la lis, ça fait le son L lorsque tu le dis le mot. C'est la même chose avec la lettre A, celle-là est facile. A, quand tu lis un mot avec la lettre A, tu dis le son A. Lorsque tu vois par exemple la lettre V dans un mot, mais il faut que tu dois prononcer le son V. C'est ça expliquer le principe alphabétique puis les correspondances entre les sons et les lettres. Donc, quand je parle du son des lettres. Mais vous voyez, je l'explique bien. Je ne dis pas juste que V fait V. Je dis quand tu vois un mot qui contient la lettre V, mais lorsque je suis rendu à lire cette lettre-là, je dois dire le son V dans le mot que je dis. C'est ça, c'est de comprendre ce concept-là. Et là, ça crée une relation dans notre cerveau. Vous voyez ces petits réseaux-là de points rouges et verts. Il y a des connexions entre les deux qui dit il y a un endroit dans notre cerveau, dans l'aire visuelle de notre cerveau, qui est plus derrière notre cerveau, qui reconnaît les lettres. Puis il y a une partie de notre cerveau qui traite les sons de notre langue, okay? Là, au moins les sons du français. Et lorsqu'on apprend, par exemple, la lettre R, c'est comme dans rouge, c'est le son R. Et là, je crée une relation entre deux zones de mon cerveau. Je suis en train de créer une connexion. Une connexion, dans le fond, entre la partie qui gère les sons et la partie qui gère les lettres. Donc, une partie visuelle, puis une partie beaucoup plus auditive ou articulatoire. Et cette relation-là, ça me permet de passer à la deuxième étape, qui est le décodage. Je vois la lettre L, je fais le son L. Là, je vois la lettre A, je continue, je fais A. Puis là, je vois la lettre V, je fais V. Puis là, je suis en train de fusionner. C'est pour ça que c'est écrit fusion. Parce que lorsque je commence à trouver l'articulation d'un mot, comment ça s'articule, comment ça se prononce, comment se prononce le mot, lave, la maman lave, lave. Donc, vous avez peut-être entendu des enfants parfois qui vont comme prononcer la lettre muette comme ça, lave, puis ils se réalisent, c'est lave finalement. Bien, en fait, c'est ça. C'est qu'en fusionnant les sons, il s'est rendu compte que dans son vocabulaire, puis c'est pour ça qu'il y a une boîte verte qui s'appelle vocabulaire, l'aveu, ben, ça n'existe pas vraiment. Il n'a jamais entendu ça, le mot l'aveu. La personne dit je lave. On dit je lave. Donc, là, il reconnaît oui, c'est lave, c'est le mot lave dans mon vocabulaire. Ça, c'est un mot que j'ai déjà entendu, que je connais. Donc, cette étape-là va être importante parce que vous voyez que le vocabulaire est important dans le décodage. Parce que si je dis lave, puis je ne sais pas c'est quoi, ben, vous allez voir que c'est comme un blocage qui va se produire. Parce que regardez ce qui se passe. Lorsque ça atteint mon vocabulaire, puis ça, c'est la porte obligatoire, un mécanisme d'auto-apprentissage se produit. Ce que ça veut dire, c'est que vous voyez que lettre en bas, il y a une flèche vers le haut pour mes correspondances entre mes sons et les lettres, ce qui fait qu'une flèche vers le haut vers les sons. Puis lorsque je les fusionne, je rentre dans mon vocabulaire. Ça va. On l'a expliqué cette route-là. Il y a une flèche qui redescend en bas, puis c'est écrit mémorisation du mot écrit. Il y a une place dans notre cerveau qui mémorise pas juste la lettre, mais qui mémorise toute la séquence de lettres. Ce qui fait que lorsque j'ai lu lave, que ça a déclenché un mot dans mon vocabulaire, il se mémorise. Et si je le lis environ 5, 6, 7 fois comme ça en décodant, miracle, je n'ai plus besoin de prendre ce long chemin. Parce que vous voyez, il y a une nouvelle flèche qui est apparue entre lettres et mémorisation du mot écrit. Ça veut dire, lorsque je vois la séquence L-A-V-E, je reconnais le mot parce que maintenant il est dans ma mémoire, mais je l'ai appris, ce mot-là, puis j'accède directement à mon vocabulaire. Je n'ai plus besoin de décoder. Donc, leçon numéro 1 de ce modèle-là, si tu ne veux plus décoder, puis tu veux reconnaître puis lire de façon fluide comme les adultes, bien, il faut que tu décodes. Donc, ça semble paradoxal, mais pour plus décoder, il faut décoder. Il faut décoder souvent les mots. Et encoder, ça aide, donc les écrire aussi. Mais le guide ne parle que de la lecture. Il parle presque pas de l'écriture, ce qui est un autre manque. On le sait dans nos curriculums.
Donc, OK, donc la mémorisation est importante. Ça, première leçon, il faut décoder souvent. Deuxième leçon, il va falloir que le mot soit dans mon vocabulaire avant que je le décode. En d'autres mots, si j'ai décodé l'aveu, je ne savais pas c'est quoi l'aveu parce que moi, je suis anglophone, puis je n'ai jamais entendu ça. Je connais wash, mais je ne connais pas l'aveu. Bien, je vais dire l'aveu, puis il n'y a rien qui est entré dans ma mémoire. Pourquoi? Parce que vous voyez que ça passe par le vocabulaire. Donc, ça aussi, c'est un autre manque du guide d'enseignement efficace. Ça ne parle pas d'écriture, le nouveau guide, mais aussi, ça ne parle pas du vocabulaire ou presque pas. Ça dit que le vocabulaire, il faut l'enseigner, mais ça ne dit pas que c'est important même pour le décodage. Donc, si je reviens en arrière ici, ça dit les habiletés fondamentales pour développer le décodage. Mais il en manque une qui n'ont pas mis, c'est le vocabulaire. Et surtout chez les apprenants de la langue. Pourquoi on en parle peu? Ben, c'est parce que habituellement, les recherches sont faites chez des anglophones unilingues, puis on ne se pose pas la question des apprenants de la langue autant que nous, on se la pose. Donc, deux grandes leçons. Il faut montrer beaucoup de choses pour décoder, hein, puis il faut décoder souvent pour plus décoder, mais il va falloir que les mots soient dans le vocabulaire. Donc, il faut enseigner du vocabulaire. Donc, je vous rassure, j'ai presque fini la théorie. On va passer à la pratique après, mais c'est important de comprendre ça avant de voir ce que je vais vous proposer. L'autre, c'est que le guide, notre curriculum nous dit qu'un élève peut lire les mots grâce à 3 indices. Hein? L'indice graphophonétique, l'indice de sens ou l'indice dans la phrase. Donc, selon il est dans quel ordre dans la phrase, on pourrait lire le mot comme ça. On pourrait aussi deviner le mot à partir des images ou du sens de la phrase, mais il y a aussi les indices visuels qui est le décodage, les graphophonétiques. Donc, si on pense au système des 3 indices, ça crée un problème. Parce que si on dit aux élèves, c'est aussi bon de deviner un mot grâce au sens de la phrase ou l'ordre des mots dans la phrase que de décoder. Bon, on l'a vu, qu'est-ce qui favorise la mémorisation? C'est le décodage. Donc, dans les 3 indices qu'on offre, il y en a un qui sert à mémoriser les mots, les autres, ça sert à deviner les mots. Donc, si je le devine, je ne l'ai pas décodé. Si je ne l'ai pas décodé, je ne l'ai pas mémorisé. Donc, je suis pogné pour encore le décoder la prochaine fois. Puis, si ça ne me tente pas, je vais juste le redeviner. Et là, je vais me mettre à me tromper, puis à me tromper. C'est pour ça que le système des 3 indices, qui appelle en anglais le three cueing system, il a été détruit par le rapport Le droit de lire, puis qu'on a enlevé ça du guide d'enseignement efficace pour dire il y a une stratégie qui est bonne pour lire, c'est de décoder. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on ne jettera pas les 3 stratégies à la poubelle. Oui, on va garder le décodage parce qu'effectivement, quand il y a un mot qui est inconnu, c'est important d'utiliser notre stratégie numéro 1, c'est de décoder. Donc, de dire aux élèves, ben, la première chose que tu dois faire, c'est essayer de trouver la prononciation du mot. Puis comment on trouve ça? Ben, regarde les lettres, puis dis les sons, puis colle-les ensemble. C'est comme ça qu'on va découvrir la prononciation du mot. Commence par trouver une prononciation. Hein, ça, c'est le décode. Autrement dit, c'est le décode. Et si tu dis, par exemple, la maman lave le chien, ben, relis et continue à aller, puis tu vas voir, des fois, le sens va sortir. Hein? La maman lave le chien. Ah, lave le chien. Ah, OK, OK. Donc, ce qui est important, il y a une flèche qui remonte qui dit, maintenant que tu sais que c'est le mot lave, regarde le mot L-A-V-E, puis reprogramme-le dans ta tête. Donc, le L s'écrivait avec le L, le A avec le A, le V et le E était muet. Ah, je vais le savoir la prochaine fois. Ça, c'est quand je suis capable de retrouver la prononciation du mot, puis c'est un mot qui est déjà dans mon vocabulaire, puis là, je ne l'ai pas tout à fait bien décodé, mais je me rattrape. Mais il va arriver des fois que je vais lire comme, par exemple, un mot comme un malotru. Donc, un malotru, je vais le décoder, ça se prononce malotru, mais je ne sais pas c'est quoi, moi, un malotru. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi des fois de deviner le sens des mots. Fait que vous voyez que je fais la différence entre des stratégies pour lire, qui est décoder, ou retrouver la prononciation d'un mot, des 2 autres stratégies qui, ce n'est pas lire, c'est devine le sens d'un mot à partir de l'image, à partir du sens de la phrase, à partir de l'ordre des mots dans la phrase. Puis là, c'est les malotrus ont détruit la maison.
Ça a l'air quelqu'un de méchant. Hein? Je vois une image, puis ça a l'air des bandits, c'est des malautrus. C'est des gens qui font du mal aux autres. Donc, vous voyez que c'est important aussi de garder ces stratégies pour deviner les mots quand on se retrouve devant un mot qu'on ne comprend pas ou qui n'est pas dans notre vocabulaire. Et comme ça, on peut s'enseigner même du nouveau vocabulaire comme ça. C'est quelque chose que les enfants plus vieux font, mais c'est bon de le modéliser chez les tout petits aussi. C'est comme inférer un mot. C'est comme un type d'inférence, inférer le sens d'un mot. Donc, petite aide-mémoire, si vous voulez que les enfants puissent bien apprendre à décoder, il faut que le mot soit déjà dans leur vocabulaire. Ça va éviter qu'ils essaient de deviner les mots. 2, faites-le décoder. Toujours en premier, c'est la première et seule stratégie à utiliser. Et si, malgré tout ça, il ne réussit pas, là, on va essayer de trouver autre chose. Mais c'est ça qui est important. Donc, nos stratégies pour lire les mots, décoder, trouver la prononciation et nos stratégies pour trouver le sens d'un mot ou deviner le sens d'un mot. Est-ce que ça va? Donc, ça nous permet de voir que nos 3 indices, il y en a un qui était bon pour lire, puis les 2 autres pour deviner le sens des mots. Donc, on parle du vocabulaire. Le vocabulaire est super important. Vous voyez, c'est une tête avec plein de mots de vocabulaire dedans. Donc, le vocabulaire nous aide, à parler. Donc, c'est pour ça qu'il y a une bulle. Il y a une oreille, ça nous aide à comprendre les mots que les gens nous disent. Oui, ça nous aide à communiquer oralement, mais à communiquer aussi à l'écrit. Il faut que j'aie du vocabulaire pour lire et comprendre les mots dans les livres, qui est un vocabulaire encore plus riche. Puis, j'utilise aussi du beau vocabulaire quand j'écris. Je ne peux pas écrire comme je parle tout le temps. Donc, on voit que ça aide déjà aux 4 habiletés de communication, lire, écrire, parler et comprendre le langage. Ça, c'est bon. Une chose qui est intéressante, j'ai mis à droite morphosyntaxe et discours. On sait que les enfants qui ont plus de vocabulaire ont des meilleures phrases parce que ça prend des mots pour bâtir des phrases. Donc, on dit que la morphosyntaxe, le développement de l'ordre des mots dans les phrases puis de faire des belles phrases complètes, elle dépend du vocabulaire. Fait qu'elle aide au développement de d'autres sphères du langage. Aussi, un discours. S'il te manque du vocabulaire, ça va être dur de tenir un bon discours, de raconter quelque chose, de convaincre quelqu'un. Ça prend du vocabulaire pour faire ça. Donc, on voit que le vocabulaire, oui, c'est une sphère du langage, mais ça aide beaucoup, beaucoup aussi à développer le langage en général. Et ça aide pas juste à comprendre et à écrire des beaux textes. Vous l'avez vu, pardon. Ça automatise le décodage. Parce qu'on l'a vu, il faut avoir du vocabulaire pour que le décodage s'automatise et qu'on reconnaisse les mots automatiquement comme des adultes. On va voir aussi que ça aide au développement de la conscience phonologique. Plus que je connais de mots, plus c'est facile de faire de la conscience phonologique. Et c'est aussi, ça me permet, là, plus que je connais de mots, plus je suis capable de voir des liens entre ces mots-là. C'est bien beau de dire, on va sortir les mots de la même famille que petit. Si toi, tu connais juste petit, puis tu ne connais pas petite, puis petitesse, bien là, ça commence à être difficile de trouver des mots de la même famille. Fait que vous voyez que c'est important d'avoir du vocabulaire pour voir les mots de la même famille. Fait que ça aussi, c'est important, c'est de garder en tête, le vocabulaire a plein de ramifications, puis on n'en parle pas beaucoup dans le guide, c'est pour ça que je commence par ça. Donc, quand on enseigne des mots de vocabulaire, il faut les enseigner de plus qu'une dimension. Qu'est-ce que vous faites spontanément quand vous montrez un nouveau mot aux élèves? Que ce soit un mot dans la classe, un mot simple, par exemple, aux apprenants de la langue, peut-être pour les enseignants élèves, ou même un mot plus riche qui est dans le vocabulaire. Qu'est-ce qu'on fait spontanément? Vous pouvez m'écrire des exemples de choses, de quoi on parle surtout. Vous me donnez des exemples. Donc, Nathalie, oui, on donne souvent la définition, un synonyme, excellent. On montre une image, ça aussi, ça aide. On dit un synonyme, on fait un geste souvent qui va représenter ça. On le met dans une phrase, c'est intéressant, ça aussi. On le mime. Fait qu'on est très axé sur le sens des mots, hein, vous voyez. On joue à un jeu, on devine le mot secret. Oui, on joue avec au quotidien, il faut voir souvent. On donne la définition, on devine le mot. Donc, ce que je vais parler, puis ce qui est vraiment important, c'est qu'on va, oui, excellent Michel, on essaie de le rattacher à son vécu, à son expérience. Puis là, Chantal nous amène dans quelque chose de nouveau. On dit la première lettre.
Fait que vous voyez que jusqu'à maintenant, vous me parliez surtout du sens. Parce qu'on utilise beaucoup, on se dit ce qu'on veut qu'ils apprennent, c'est le sens des mots. Donc, par exemple, lorsque je dis le mot cheval pour un apprenant de la langue, ben je montre un cheval, puis je parle du sens du cheval, c'est un animal, puis il y a toutes sortes de chevaux, puis on peut parler, même faire un lien dans ta langue, c'est pas comme ça qu'on le dit, on dit horse dans ta langue, donc je suis dans le sens beaucoup. Puis progressivement, c'est intéressant, Chantal dit, on dit la première lettre. Donc, on peut parler aussi de la forme du mot. Parler, par exemple, de sa prononciation, parler de son orthographe, puis parler aussi de ses parties de mots. Est-ce qu'il y a un préfixe, il y a un suffixe, il y a une racine de mot dans ce mot-là? Donc, parler de la forme du mot, ça aide à l'apprentissage du vocabulaire. Donc, ce n'est pas assez de juste parler de son sens, il faut parler de sa forme. Puis, il faut parler aussi de ce qu'on parle moins, ce dont on parle moins, c'est son utilisation. On peut dire, il est utilisé comment? Comment il faut l'utiliser, ce mot-là, dans les phrases? C'est-tu un verbe? C'est-tu un nom? C'est-tu un adjectif? Ça sert-tu à décrire? Aussi, est-ce qu'il apparaît souvent avec d'autres mots? C'est un mot qu'on voit souvent avec d'autres mots. Ça peut être intéressant. Mais surtout, c'est qu'un mot qu'on entend souvent, c'est quand on l'utilise. Donc, parler, c'est à quand, c'est où qu'on l'utilise. Donc, Faiza nous donne un indice, les mots de la même famille, ça peut être intéressant. Il y a plusieurs mots qui ressemblent à ce mot. Il faut faire attention, des fois, il y a des mots qui se prononcent pareil, mais qui ne veulent pas dire la même chose, des homophones. Fait que vous voyez, vous êtes en train de parler de la forme du mot, puis aussi de son utilisation. Donc, c'est ça qui est riche. Donc, ce que je vais faire, il y en a qui m'ont déjà vu le faire, mais ce n'est pas grave, je vais le refaire. Donc, je vous présente mon livre « La reine et que ça saute », parce que je vais vous montrer dans un contexte d'histoire, c'est super riche de faire ça. Si j'arrive puis je lis une phrase comme « Du haut de la plus majestueuse tour du château des Malotrues, la reine et que ça saute scrute la mer avec sa longue vue. » Il y a un drôle de mot ici. Ça dit que ça scrute, elle scrute la mer avec une longue vue. Attends un petit peu. Scrute, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vais aller voir sur l'image, puis je vois qu'elle a une longue vue dans les mains. La reine est en haut de la tour. Elle scrute la mer. D'après moi, scrute, ça veut dire comme regarder. Parce que tu ne peux pas faire grand-chose d'autre dans une lunette que de regarder. Donc, ça veut dire regarder. Mais en fait, scruter, le verbe scruter, ça veut dire regarder, mais les petits détails. On va faire quelque chose ensemble. On va dire le mot ensemble. Okay? On va dire la reine scrute. OK? La reine scrute. Oh, il y a beaucoup de consonnes au début de ce mot-là. Scrute. Wow! Ouais. Donc, c'est pas mal plus difficile qu'on le pense des fois. Puis ce mot-là, on peut l'écrire aussi, mais on le voit ici. Je pourrais l'écrire, mais scrute, on le voit S-C-R-U-T-E, scrute. C'est le verbe scruter, c'est une action. C'est comme par exemple regarder. La reine regarde, mais ici la reine, elle scrute, c'est le verbe scruter. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand on scrute. Je vais vous montrer la prochaine page. C'est ça que ça a l'air quand on scrute. Fait que vous voyez la reine, on voit ce qu'elle voit à l'intérieur de sa lunette. Puis on voit les détails. Si elle scrute la mer, elle aperçoit des détails sur la mer. Comme ici, elle voit un homme sur un radeau. Si je regarde bien sur la mer, il n'y a pas de vagues. Puis donc, c'est une mer qui est calme, donc je vois les petits détails. Si je regarde dans le ciel, je scrute le ciel, je vois des nuages. Vous voyez, je vois les détails. Et si je scrute bien la mer, regardez, je vois même qu'il y a un requin dans la mer. Donc, ça, c'est scruter, ça veut dire regarder en regardant les petits détails, en prenant bien son temps. Puis ça me dit une chose, quand je scrute, je vois plus d'informations. Puis là, je viens de comprendre que l'homme qui est là, il y a un gros problème, avec des requins autour de lui au milieu de la mer. Donc, le mot scrute, pour bien s'en rappeler, ce qu'on va faire, on va faire semblant, qu'on prend nous autres aussi une longue vue. Prenez votre longue vue et tirez votre longue vue. Choc! Oui, comme ça. Regardez le ciel. On dit que c'est la nuit, là. Déjà, il fait noir. En tout cas, à Sudbury, il fait noir. On regarde ça, on regarde le ciel. Si je scrute, moi, je vois la Voie lactée. Est-ce qu'il y en a qui voient autre chose dans le ciel quand vous scrutez le ciel? Il y en a peut-être qui voient des petits nuages passer.
Il y en a peut-être qui voient des étoiles. Ah oui, Sylvie voit les étoiles. Là. Ça veut dire que tu n'as pas de nuages, toi, chez toi. Moi, je ne vois rien. Il y a juste des nuages. Il y en a qui voient la lune. Hein. Quand j'ai scruté hier pendant l'Halloween, moi, je voyais un croissant de lune. C'était pas mal beau pour l'Halloween. Donc, c'est ça, scruter. Vous avez déjà scruté quelque chose. Hein? Comme là, on va regarder. Regardez vos orteils puis votre plancher. Scrutez bien votre plancher. C'est un peu décourageant quand on scrute notre plancher, hein? Parce que des fois, on fait juste le regarder, notre plancher. Mais quand on scrute, on se dit, je vois des petits minous. Ah, il y a un petit morceau de ma sandwich que j'ai oublié tantôt. Donc, on voit tous les petits détails. Donc, ça nous donne beaucoup d'informations. Donc, vous savez, scrute, c'est un mot qu'on pourrait écrire sur le tableau parce qu'on pourrait l'utiliser, par exemple, dans un texte quand on veut dire que quelqu'un regarde les petits détails. Hein? On pourrait scruter plein de choses. On voyait, on peut même scruter sa main pour voir les lignes dans sa main, scruter ses ongles pour voir si sont bien propres. Fait que vous voyez, scruter, c'est voir les petits détails. Oui, se faire une banque de mots, de beaux mots de vocabulaire qu'on veut utiliser, ça peut être intéressant. Donc, scrute, je vous dis, c'est un mot qu'on utilise surtout lorsqu'on écrit puis on parle. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup lorsqu'on parle. C'est plus lorsqu'on écrit puis on lit, pardon. Hein? C'est plus lorsqu'on lit puis on écrit. Donc, vous voyez, j'ai parlé à la fois, je reviens avec ma présentation. Voilà. J'ai parlé de la forme du mot, hein, je l'ai écrit, on l'a dit ensemble à voix haute. J'ai dit que c'était un verbe même, mais je n'avais pas de partie d'un mot. Si j'avais pris majestueuse, ben j'avais majeste de majesté, j'aurais pu parler de ça. Hueuse, hein, qui veut dire que c'est un adjectif qui décrit la façon dont elle tourne. Donc, elle est majestueuse, elle est importante. J'ai parlé du sens ici, j'ai fait le lien avec le vécu des enfants, ben, votre vécu à vous quand vous scrutez votre plancher. On l'a mimé, on a regardé sur l'image, donc j'ai beaucoup exploité le sens, mais aussi son utilisation. C'est un verbe. On peut scruter toutes sortes de choses. C'est pas quelque chose qu'on dit souvent, c'est quelque chose qu'on lit. Et tous ces détails-là, vous voyez que j'ai pas posé de questions aux enfants parce que je suis en enseignement explicite. Puis la première phase de l'enseignement explicite, c'est la modélisation. Si vous posez la question, il y a juste les enfants qui connaissent déjà le mot scrute qui vont répondre, puis ça ne garantit pas que les autres vont l'apprendre. Donc, je vous ai donné ce qu'on appelle des scripts. Dernièrement, j'ai commencé à développer ça parce que j'ai trouvé que c'était utile pour les enseignants qui veulent avoir un exemple de l'explication d'un mot. Ici, j'ai un script qui est plus maternelle, jardin, première année, où on les fait lever debout, on les fait répéter à voix haute, on fait même une petite scénette pour les faire bouger. Ça, c'est tous des bons moyens pour leur faire apprendre le vocabulaire. Mais je vous en ai développé un plus de deuxième et troisième année aussi, qui, je vous les laisse, vous pourrez les lire, qui vous donne plus de détails sur comment le faire, mais en parlant, par exemple, des racines de mots, des préfixes, suffixes, des mots de la même famille. J'ai fait aussi bouger, même si on est en deuxième et troisième année. Je pense que c'est important de les faire bouger eux autres aussi. C'est pas à cet âge-là qu'on s'assoit à tout jamais sur une chaise. Mais dans le fond, on ne s'assoit jamais sur une chaise. On le sait, même nous autres, les adultes, quand je donne des formations aux enseignants, après une demi-heure, ils ne sont plus capables. Donc, on n'est pas très différents d'eux parfois. Donc, je vous ai donné quand même un beau script pour plus deuxième, troisième année. Je pense qu'à travers un exemple, vous voyez tout ce qu'on peut dire sur un mot. Ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment rédupliquer puis dire exactement tout ça, mais vous allez voir que dans chacun des scripts, je parle de la forme du mot, de son sens et de son utilisation, mais avec des niveaux différents. Ça vous va? Donc, vous pourrez les utiliser si jamais ça vous inspire pour enseigner du vocabulaire. Donc, si on revient à notre document qui ne parle pas du vocabulaire, de l'enseignement efficace, mais je voulais quand même le mettre avant parce qu'avant d'enseigner à décoder, il faut enseigner le vocabulaire. Puis là, vous avez des moyens de l'enseigner de façon explicite. Donc, maintenant, on va regarder l'enseignement explicite de la conscience phonologique. Dans le guide, vous avez vu, il y a conscience phonologique et conscience phonémique. Gardez en tête que la conscience phonologique, la sphère orange, contient 3 types de conscience. Tu as la conscience syllabique, la conscience des syllabes. Tu as la conscience des rimes. Souvent, les rimes, on est conscient des sons à la fin des mots. Dans le fond, c'est un peu comme une conscience phonémique. Parce que c'est être conscient des sons, hein, c'est plus petit qu'une syllabe, puis c'est à la fin des mots.
Puis on a la conscience phonémique, que c'est partout dans les mots, au début, au milieu, à la fin des mots. Donc, ça, c'est important de savoir que conscience phonémique, ce n'est pas quelque chose de différent que la conscience phonologique. C'est juste une conscience phonologique très précise sur des sons. Et j'ai mis un plus parce que la recherche est claire. Tu n'enseignes pas juste la conscience phonologique. Quand tu vas enseigner ça, c'est important de faire l'enseignement du principe alphabétique en même temps. Vous allez voir. Donc, comment ça fonctionne? C'est si je parle, par exemple, des syllabes, des rimes ou des sons dans les mots, quand j'ai fini d'en parler, ça c'est important, je le fais à l'oral en premier. Quand j'ai fini d'en parler, je vais faire le lien entre, vous voyez ici, je suis encore avec mes 4 modalités du langage, hein? Donc lire, écrire, parler et comprendre, c'est que vous voyez qu'il y a une flèche bidirectionnelle entre les deux. Autrement dit, le son que tu as entendu ou que tu as dit s'écrit ou se lit hein, avec ces lettres-là. C'est ce qu'on appelle le principe alphabétique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir parlé d'une syllabe, d'un son, tout de suite après, quand j'ai fini d'en parler, je fais le lien avec l'écrit. Et ça met l'enfant dans le principe alphabétique, c'est-à-dire les sons dont on parle, hein, les sons qu'on articule ou qu'on entend, ce sont les sons qui s'écrivent avec des lettres que j'écris ou que je lis. Et cette relation-là va permettre d'entrer dans ce qu'on va appeler les correspondances son-lettres ou le son des lettres. Donc, je vais vous faire une petite démonstration encore ici, puis on va voir à différents niveaux, puis ne vous inquiétez pas besoin de prendre tout en note. Je vous ai fourni au maternel jardin un script de segmentation syllabique, donc séparer des mots en syllabes, un script de fusion syllabique, comment on colle les syllabes pour retrouver des mots, et comment on dit le son initial d'un mot ou le son final d'un mot. Donc, isoler le son. Puis ça, c'est pour maternelle jardin. Je vais vous faire quelques démonstrations. Puis après ça, on parlera plus de maternelle jardin première année, parce qu'on voit qu'on est plus en conscience phonémique, donc on est plus vers première année. Puis comment on segmente des mots en sons, puis comment on colle des sons pour retrouver des mots. Pourquoi je vous mets ces tâches-là? Parce que si vous n'aviez juste 5 à faire, juste 5, tu coupes les mots en syllabes, tu colles des syllabes pour faire des mots. C'est un bon départ chez les tout-petits. Ensuite, tu commences à dire juste un son dans les mots, à la fin des mots, au début des mots, pour arriver à je coupe des mots en syllabes, puis je coupe des mots en sons ou je colle des sons pour faire des petits mots. C'est les 5 tâches les plus importantes dans toutes les tâches qu'on nous nomme parce que lorsqu'on lit et on écrit, on utilise ces tâches-là. Donc, je vais vous faire des démonstrations, puis ne tapotez pas si je vais vite. Vous pouvez aller référer tout de suite après avec les différents scripts. Donc, je vais commencer avec la segmentation syllabique. Donc, c'est la tâche la plus facile, séparer des mots en syllabes. Habituellement, les enfants, surtout lorsqu'ils sont francophones, sont déjà bons. Puis, je vous montre ça, on n'a même pas besoin de matériel. J'ai juste à prendre une histoire ou n'importe quelle activité qui a du texte dedans. Puis, ça me permet de travailler la segmentation. Donc, si par exemple, je lis la première page de mon histoire, puis je dis, aujourd'hui, je vais raconter une histoire, mais en même temps, je vais vous montrer à couper des mots en syllabes dans mon histoire. Donc, je vais lire ma phrase, puis après ça, il y a un mot qu'on va couper en syllabes. Du haut de la plus majestueuse tour du château des Malautrus, la reine extasaute scrute la mer avec sa longue vue. Le château appartient à la famille des Malautrus. Je vais vous montrer comment on sépare le mot en syllabes. Tout d'abord, je vais le dire à voix haute en tapant des mains. Ça va me dire il y a combien de syllabes dans le mot. Hein? Malautrus, ben, j'ai tapé 3 fois, ça veut dire qu'il y a 3 syllabes dans ce mot-là. Donc, maintenant, je vais les dire, les syllabes, comme un robot parle. Vous savez, les robots parlent une syllabe à la fois. Donc, si je dis malautrus, je dois dire 3 syllabes séparées. Donc, mal, au, tru. Ou ça pourrait être ma, lo, tru. Ce n'est pas toujours facile de savoir c'est où qu'on les coupe. Hein? Mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier de son lorsque je vais couper mon mot. Donc, je vais dire, c'est ma, lo, tru. 3 syllabes. Donc, on les dit ensemble. On dit le mot ensemble.
Juste une fois ensemble. Malotru. Dites-le avec moi. Malotru. Donc, la première syllabe que vous avez dit, c'est ma. Le deuxième, lo. Et le troisième, tru. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, puis là, vous voyez jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait juste à l'oral. Donc, on a dit que j'ai fait de la segmentation syllabique. J'ai montré aux élèves comment séparer un mot en syllabes. Vous voyez, je n'ai pas posé la question tout de suite. Je l'ai démontré avant. C'est l'enseignement explicite. Puis après ça, je pourrais dire, je vais l'écrire le mot parce que séparer les mots en syllabes, ça m'aide à écrire les mots. Si je fais écrire ma, la première syllabe, ça s'écrit avec les lettres M, A. Donc, ça, c'est ma première syllabe. Deuxième syllabe, c'est lo. Ça s'écrit avec les lettres L, O. Et la troisième syllabe, c'est tru. T, R, U. On voit que dans l'histoire, c'est écrit avec un S parce qu'il y a plusieurs malotru, ou c'est comme ça qu'il écrit son nom avec un S à la fin. Puis vous voyez que c'est un mot à 3 syllabes. 1, 2, 3 syllabes. 1, 2, 3 syllabes. Ça m'aide à écrire les mots, hein, couper les mots en syllabes. Je viens de faire une démonstration de segmentation syllabique. Puis j'ai fait tout de suite après le principe alphabétique quand je me suis mis à écrire. Je suis en train de leur dire que la syllabe ma s'écrit avec les lettres M-A. Je ne suis pas encore au niveau de le son s'écrit avec la lettre M. Ça, c'est parce que c'est des enfants de 4 ans, 5 ans qui commencent à développer leur conscience phonologique, puis je commence à leur faire comprendre que ces petits bouts de mots-là, ça s'écrit avec des lettres. Mais plus loin, très rapidement, en fait, je commence à leur montrer aussi que dans ma, il y a 2 sons. Mais je ne suis pas rendu là encore. Je suis dans une tâche syllabique au départ. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce que c'est une segmentation? Mais une fusion, c'est très similaire. Je pourrais prendre le même mot, mais la fusion, ça sert à lire. Je pourrais dire aujourd'hui, je vais vous montrer à coller des syllabes pour lire les mots. Regardez bien ça. Je vais m'arrêter en avant d'un mot avant de le lire, puis je vais vous dire ces syllabes, puis je vais les recoller pour retrouver le mot. J'y vais. Du haut de la plus majestueuse tour du château des... Oh, le prochain mot a 3 syllabes. Ma, lo, tru. Il y a 3 syllabes. La première, c'est ma, la deuxième, c'est lo, puis la troisième, c'est tru. Si je les mets ensemble, ça fait ma, lo, tru, malotru, malotru. Ça, c'est le mot. Hein, c'est la famille malotru. Fait que vous voyez, je colle les syllabes pour retrouver le mot. Donc, le mot malotru a 3 syllabes. Puis là, je ferai la même chose avec le mot malotru. Je l'écrirai avec la syllabe ma, s'écrit avec les lettres M et A, etc. Puis je montrerai qu'il y a 3 syllabes. Fait que c'est très simple. Et si je fais ça 2 ou 3 fois dans mon histoire, un peu chaque jour, je vous garantis qu'à la fin de la semaine, les enfants sont capables de faire ça. Puis vous voyez que ça ne prend pas beaucoup de planification. Il faut juste que je sache comment le faire puis de le dire. C'est ce que j'appelle l'enseignement explicite. Et c'est pour ça que vous avez des scripts. Là, je vous ai montré segmentation, fusion. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est isoler un son. Je vais faire un son au début. On pourrait faire un son à la fin aussi. Ça marche. C'est la même chose. Donc, je pourrais dire, aujourd'hui, je vais vous apprendre à dire seulement le premier son des mots. Écoutez bien ça. Du haut de la plus majestueuse tour du château. Oh, le mot château. Dites-le avec moi. Château. On le dit ensemble? Château. Oh, au début, vous avez dit le son ch dans château. Hein? Dites-le encore le mot. Château. Hein? Vous avez dit le son ch au début. Je vais aller voir. Et si je vois le mot château, au début du mot, le son ch, ça s'écrit avec les lettres CH. Donc, quand j'écris le mot château, au début, j'ai dit le son ch qui s'écrit avec les lettres CH. Ensuite, j'ai dit le son A qui s'écrit avec la lettre A accent circonflexe. Ça, c'était ma première syllabe, chat. Et ensuite, j'ai dit la syllabe to qui s'écrit avec, tout d'abord, j'ai dit le son T qui s'écrit avec la lettre T. Et ensuite, le son O qui s'écrit avec les lettres E, A, U. Hein, vous voyez, c'est un mot à 2 syllabes, chat et to. Et c'est un mot qui a plusieurs sons. J'ai le son ch qui s'écrit avec la lettre CH. C'est celui-là qu'on a vu au début. Et le A s'écrit avec la lettre A, le T s'écrit avec la lettre T. Et le son O à la fin s'écrivait avec les lettres E, A, U.
Là, je suis en train de montrer aux élèves à juste dire le premier son d'un mot, mais le visuel commence aussi à leur faire comprendre qu'il y a des syllabes puis des sons, puis que les sons, ça s'écrit avec souvent une, deux, des fois trois, quatre lettres, c'est rare, mais c'est souvent une ou deux lettres. Fait que ça aide aussi les enfants. Vous voyez, j'utilise beaucoup le mot son, le mot syllabe, parce que si on commence à utiliser ces mots-là dès 4 ans, lorsqu'ils auront 6 ans, ils vont connaître qu'est-ce qu'une syllabe et qu'est-ce qu'un son et ce ne sera plus mélangé. Ça, c'est important pour l'apprentissage de la lecture. Pour terminer la conscience phonologique, je vais vous montrer une tâche de fusion phonémique. C'est une tâche qui aide beaucoup à la lecture. Puis vous avez aussi la tâche de segmentation. Ça va être la même chose, mais on coupe le mot ensemble. Mais je vais vous montrer comment je fais ça. C'est un peu comme la tâche de fusion de syllabes tantôt. Je leur dis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on colle non seulement des syllabes, mais aussi des sons quand on lit des mots. Ça nous aide à lire les mots. Donc, je vais m'arrêter, je vais vous dire les sons, je vais les coller pour retrouver le mot. Puis là, un petit conseil. Quand vous êtes en maternelle première année, prenez pas majestueuse. Là. M-A-J-S. Non, prends des petits mots. Oui, José m'appelle petits mots. Prenez des petits mots. Des petits mots là-dedans, on a plus, on a des, on a vu. Hein? Avec, c'est un peu long. Prends mère. Prends des mots à une syllabe. C'est plus simple. Fait que ça va être assez pour entrer dans la lecture et l'écriture de toute façon. Donc, je pourrais dire, par exemple, le prochain mot, hein, c'est écrit le château des Malotrues, la reine ça saute, scrute là. Le prochain mot, il y a 3 sons. Il y a le son m, est, r. Dis-les sons avec moi. Le premier son, c'est dis Deuxième, est. Oui, le troisième, r. C'est bien. Tu as dit les 3 sons séparés. On va les coller. Avec est, si je le fais glisser, hein, je fais mais. Oh oui, ça c'est un son qui s'étire, c'est facile. Hein? Mais. Tu le fais avec moi? Mais. Là, on a le mais. On a les 2 premiers sons qui fait mais. Et il y a le dernier son, le r. OK, je vais prendre le mais, je vais le faire glisser, puis je vais le coller avec le r. Ça fait mère. Hein? Mère. Oh, ça fait le mot mère. Vous voyez, ici, elle scrute la mer avec sa longue vue. La mer, c'est là, on la voit là, avec les vagues. Donc, le mot mer, si je veux l'écrire, hein, le premier son que j'ai dit, c'est le son qui s'écrit avec la lettre M. On a le son E qui va s'écrire avec la lettre E. Et on a le son R qui s'écrit avec la lettre R. Donc, j'ai une syllabe mer qui a 3 sons. C'est écrit avec la lettre M. Et, c'est écrit avec la lettre E. Et R, c'est écrit avec la lettre R. Donc, Michel dit, que penses-tu de l'ajout de l'élision phonémique pour les élèves du premier cycle? Ça se trouve dans le nouveau guide. Oui, bonne question, Michel. Les tâches de substitution, inversion ou enlever, élision d'un son. Donc, ce que je dis, c'est pour faire ces tâches-là, il faut que l'enfant ait déjà commencé à lire et écrire. Autrement dit, quand tu ne sais pas lire et écrire, puis on demande de faire ces tâches-là, c'est trop difficile. Parce que si je vous demande mère, inverse le M et le R, le R, pardon, qu'est-ce que vous faites? Vous réécrivez le mot dans votre tête, parce que vous savez lire et écrire, puis vous voyez R-E-M, puis vous dites ça fait REM. En fait, vous ne manipulez plus les sons, vous manipulez les lettres dans vos têtes. Puis les enfants, quand ils réussissent ces tâches-là, souvent, c'est des enfants qui savent déjà lire et écrire. Donc, si vous voulez faire ces tâches-là qui ne sont pas prioritaires, ne sont pas dans les 5 les plus importantes, faites-le un peu plus tard en première année quand ils ont déjà commencé à décoder des petits mots à une syllabe, par exemple. Là, ça va être plus faisable. Est-ce que ça va, Michel? Oui. C'est bon. Est-ce que ça va pour les tâches de conscience phono? Je vous ai mis les scripts. Ça va vous donner des bons indices de comment le faire. Mais vous voyez que finalement, quand je sais quoi dire, c'est vraiment intéressant. Peut-être une petite remarque. Regardez ici. La fusion, quand je fais la fusion, vous voyez tout ce que je dis versus lorsque je pose une question. Hein, j'ai un enfant, par exemple, colle « avec A », ça fait quoi? J'ai rien enseigné. Vous voyez, là, je questionne, je teste. La conscience phono, ça s'enseigne aussi avec de l'enseignement explicite. Et ça, c'est de l'enseignement explicite. Vous voyez, une autre chose aussi que je fais, j'évite de trop dire qu'entends-tu au début du mot.
je ne sais pas si vous avez des enfants comme j'ai vu dans les classes, quand on dit écoute, ils n'écoutent plus. Hein? C'est automatique. Donc, la meilleure façon, c'est de les rendre actifs. Dites le mot avec moi, hein? Ou dites les sons avec moi. Qu'est-ce que tu as dit au début du mot? Ça, c'est beaucoup plus actif. Puis les enfants, souvent, ils réarticulent le mot pour retrouver la prononciation. Puis c'est plus concret que quand tu as entendu à la fin ou au début. Fait que dans les scripts, j'utilise plus hein, qu'est-ce que tu dis au début ou qu'est-ce qu'on a dit ou dis le son. Puis tu vas voir que c'est plus facile. Puis les enfants vont mieux comprendre la tâche aussi. Surtout pour nos apprenants de la langue, c'est beaucoup plus concret aussi. Parce qu'ils n'entendent pas toujours les sons, mais au moins quand ils essaient de les produire, c'est plus concret pour eux autres. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Donc, on a passé toute la partie conscience phonologique, puis vous avez vu que j'ai écrit en bas conscience phonologique et le principe alphabétique. Vous avez vu qu'à chaque fois, je reviens à l'écrit pour montrer que les sons, ça s'écrit avec des lettres ou les syllabes, ça s'écrit avec des lettres. Bien, on va voir que pour apprendre le nom et le son des lettres, OK, ce n'est pas la même chose. On va voir que le son des lettres dépend de deux apprentissages. Un, est-ce que j'ai de la conscience phonémique? Autrement dit, c'est mieux de commencer à travailler la conscience phonémique avant de trop parler du son des lettres. On peut commencer, mais quand tu commences vraiment à les apprendre, c'est mieux que tu aies un peu de conscience phonémique. C'est mieux de reconnaître les lettres aussi. Donc, il y a eu une certaine tendance à dire on va juste apprendre le son des lettres, c'est juste ça qui est utile. Mais ce n'est pas très utile parce que la lettre S, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'elle fait Z, qu'elle est muette, elle fait trois affaires. Hein? Donc, il va falloir faire attention. Donc, l'idée, c'est qu'il faut montrer aux enfants ce qui est stable en premier, le nom d'une lettre. Donc, miser sur le 4-5 ans pour le nom des lettres et j'ai mis graphomotricité. Apprendre à les reconnaître, ça se travaille bien à les écrire aussi. Fait que ça, c'est bien important avant de connaître le son ou bien de la reconnaître visuellement puis de l'avoir tracée. Comme ça, au moins, je sais à quoi qu'on parle. C'est bien beau de dire que la lettre L fait L, mais si je ne la reconnais pas, la lettre L, ça ne me dira pas grand-chose. Okay? Et aussi, on a découvert que les enfants étaient meilleurs pour apprendre le son des lettres quand ils ont de la conscience phonémique pour une raison très simple. Le nom de la lettre contient le son. Donc, A fait A, c'est facile. OK, déjà, c'est pareil. Mais quand tu arrives avec une consonne, comme par exemple L fait L, bien, en fait, un enfant qui est capable d'isoler un son à la fin d'un mot, comme dans L, mais tu isoles le E, ça te dit le son que ça fait la lettre. Donc, ça, c'est un truc quand même assez simple qu'on utilise peu en classe avec les élèves. Les élèves qui connaissent déjà le nom des lettres, puis qui ont déjà de la conscience phonémique, j'utilise deux forces. Je leur dis, aujourd'hui, on va apprendre, par exemple, quel son fait la lettre R, par exemple. Je vous donne un indice. Hein? Si on prononce son nom, souvent, il y a une bout qu'on dit que c'est son son aussi. Dis la lettre. Son nom de la lettre, elle s'appelle la lettre R. Oui, vous avez deviné, hein? Ben oui, la lettre R fait le son R. Parce qu'à la fin, quand tu as dit son nom, tu as prononcé le son R. Donc, vous voyez, j'utilise sa conscience phonémique, j'utilise le nom de la lettre, puis comme ça, c'est comme naturel d'entrer dans les correspondances son-lettre. Je veux vous faire j'ai tout mis ça là parce que enseigner le nom des lettres, c'est pas quelque chose de facile non plus. C'est pas comme d'emblée qu'on fait ça. Donc, je vais vous faire un enseignement de nom des lettres, puis après ça, je vais vous faire un enseignement du son des lettres. Okay? Donc, je pourrais dire aujourd'hui, je vais vous montrer le nom d'une nouvelle lettre qu'on n'a pas vue encore en classe. C'est la lettre H. Ici, là, dans le mot du O, hein, c'est la lettre H. La lettre H, on la voit ici. On ne la voit pas très souvent au début des noms. Oui, Henri, toi, tu as un H, mais c'est un H majuscule. Ouais. Ici, c'est un H minuscule. Comme Chantal, elle a un H minuscule. Il y a Daniel aussi dans son nom de famille, hein, Charles Bois, elle a un H minuscule. Donc, il y en a plusieurs qui ont des H minuscules dans leur nom. Donc, je vais vous montrer comment on écrit le nom, la lettre H minuscule. Hein. Comment elle s'appelle la lettre? La lettre H minuscule. Oui, je vais vous montrer. Je commence sur les pointillés du haut, puis je vais faire un premier trait jusqu'à la ligne pleine du bas. Ça, c'est mon trait numéro 1. Puis ensuite, le trait numéro 2,
c'est que je remonte jusqu'à la ligne du haut et je redescends. Ça, c'est la lettre. Elles ne sont pas très belles, là, mais je pense qu'il fallait que mes pointillés soient plus hauts. Ça aurait fait un H, OK? Oui, ça, c'est un H minuscule. On va l'étirer pour que ça paraisse plus, là. Donc, non, H minuscule. Donc, j'avais mon premier trait, 1. Je suis parti en haut ici, puis je suis descendu jusqu'en bas. Puis le trait numéro 2, je suis parti du bas et j'ai fait comme une courbe pour revenir. Oui, ça ressemble à un N. Oui, tu as raison. C'est vrai que ça ressemble à un N. Vous voyez, ça, c'était mon deuxième trait. J'aimerais ça que vous le traciez avec moi. Je vais le faire avec de la main droite puis de la main gauche. Puis là, on va le faire parce que c'est bon de modeler pour les deux mains. Donc, on fait un H tout le monde. Tout le monde fait un H minuscule. Faites-le. Je vais vous voir faire des H minuscules dans les airs. Ouais, vous faites des beaux H minuscules. Bravo. Et vous savez que ce n'est pas tout. Il faut se pratiquer aussi de mémoire. Il ne faut pas juste copier les lettres. Il faut aussi s'en rappeler comment les écrire. Faites-moi des beaux H minuscules. Allez-y. Tout le monde fait un beau H minuscule. Wow! Vous faites des beaux H minuscules, de mémoire en plus. Donc, vous voyez les étapes que j'ai utilisées. J'ai fait le lien avec le nom. J'ai nommé s'il était majuscule et minuscule. J'ai fait le lien avec le nom des enfants, très important. Ensuite, j'ai montré comment la tracer en 3 étapes. Je le modélise en l'expliquant à voix haute. J'ai dit il y avait combien de traits. Puis j'ai même mis des petites flèches, des 1, 2, pour se rappeler qu'il y a 2 traits. Étape numéro 2, on l'a tracé ensemble. Étape numéro 3, on l'a tracé de mémoire. Donc, on sait que ces étapes-là vont faire en sorte que ça va rester plus en mémoire, autant la reconnaissance de la lettre, parce que je l'ai tracée, mais aussi le tracé. Puis, il faut commencer à enseigner la calligraphie dès 4-5 ans, parce qu'effectivement, on se retrouve avec des enfants qui n'ont pas automatisé la calligraphie plus tard, puis ça donne des problèmes en écriture. Donc, Faiza dit montrer le visuel avec l'enseignement des lettres, ça aide beaucoup. Par exemple, R comme radis. Aussi, une autre façon, en leur rappelant les noms de leurs amis dans la classe. Oui, en fait, la recherche, Faiza dit, et c'est clair, quand tu fais le rapprochement avec le nom des élèves, c'est la méthode la plus efficace. Avec les noms d'objets, il faut juste faire attention. Comment adressez-vous ceux qui font des erreurs? Bien, en fait, là, ils ne font pas d'erreur parce que je le montre, OK? Mais quand je vois qu'ils le font puis qu'ils tracent à l'envers et tout ça, ils sont au début de l'apprentissage. Là, je pourrais dire, oh, faites-le avec moi. Je remodélise ensemble. Puis des fois, OK, mais donc je reviens à l'étape précédente. On le refait ensemble. OK, fais-le de mémoire maintenant. Puis ça va leur donner plus d'indices. Est-ce que ça va, Cécile? Donc, je sais que pour les enfants qui sont plus vieux, c'est une autre question. Ça va dépendre des enfants, ça va dépendre si ça a été bien enseigné ou pas. Parce qu'on se retrouve parfois en 2e, 3e année, puis ils ne savent pas tracer les lettres encore parce que ça n'a pas été enseigné de façon explicite et systématique. On sait que c'est un apprentissage important. Ça, c'est utile parce que lorsque j'ai parlé du nom des lettres, donc je suis plus en maternelle, jardin, première année, parce qu'il faut montrer aussi le nom des lettres en première année. Il faut réviser en première année. Puis il reste aussi à apprendre E accent aigu, E accent grave, C cédille, E accent circonflexe. C'est des noms de lettres qu'il faut apprendre aussi. Ce n'est pas le E, ce n'est pas le E. C'est le E accent. C'est quel E, ça va être mélangeant. Il faut apprendre le nom aussi de ces lettres-là. Ce qui est utile, c'est que par la suite, là, ça va être le fun de parler du son des lettres. Puis je vais vous montrer une méthode qui est assez simple, parler du son des lettres, et qu'on n'a pas besoin de notre matériel tout de suite, mais ça pourrait nous emmener vers notre matériel qui nous permet d'enseigner le son des lettres. Donc, ce que je vais faire une autre démonstration avec mon livre. Donc, je pourrais dire aujourd'hui, la fameuse lettre O. Hein? On a vu ça en maternelle, hein? Puis vous avez appris que O fait O. Vous allez voir que O, c'est pas mal plus compliqué qu'on le pense. OK? Donc, à chaque fois que vous allez voir la lettre O dans des mots, je vais le dire le mot, puis on va découvrir quel son ça fait dans ce mot-là. Si je regarde bien dans la première phrase, première ligne, je ne vois pas de O, mais ici, je vois un O. Ah, vous en voyez un. Ce qui est intéressant, ce qu'on vient de voir, c'est que le O, en fait, juste un instant, il faut que j'aille chercher ma feuille. Puis là, je vais la dérouler un peu. On a vu que la lettre O dans le mot tour, ce n'est pas une lettre qui travaille toujours toute seule. On va voir que le O, parfois,
travaille avec la lettre U pour faire un son qu'on appelle le son OU. Donc, ça nous dit déjà une chose. Quand on voit la lettre O, il faut toujours regarder la lettre qui suit parce que ça peut nous jouer des tours. On continue. Je regarde, est-ce qu'il y a la lettre O ailleurs? Oui, dans malotru, oui. La lettre O ici est au milieu, puis au milieu, je dis le son O, malotru. Puis effectivement, le son O, et son nom, c'est comme son son. Quand elle travaille tout seul, on dit O. OK, ça, vous le saviez déjà, vous l'aviez vu à maternelle, au jardin, oui. On continue. On va voir s'il y a d'autres lettres O dans cette phrase-là. Oh, regardez ici, il y a une autre lettre O. Mais j'ai dit tantôt qu'il faut faire attention, parce que ici, lorsqu'elle se retrouve avec la lettre N, elle travaille en équipe. C'est une lettre qui aime ça, travailler avec les autres. Et tu vois que des fois, elle travaille avec le U pour faire le son OU. Des fois, elle travaille avec la lettre N pour faire le son ON. Mais elle travaille aussi parfois toute seule pour faire O. On va continuer parce que mon histoire n'est pas terminée. Sur la deuxième page, on va voir, est-ce qu'il y a d'autres O? J'en vois un ici, dans loin. C'est pas le son O dans loin. Mais non, parce que la lettre O ici travaille avec les lettres IN. Oui, il travaille des fois avec deux autres lettres. Je te dis, c'est une lettre qui aime ça travailler avec les autres. Et bien sociable. Donc, on voit que c'est une lettre qui peut travailler toute seule, ou elle peut travailler avec le U pour faire OU, avec le N pour faire ON, ou le IN pour faire OIN, comme dans loin. Je continue. Ah, ici, elle est à côté de la lettre I. Je l'ai dit que c'est une lettre sociable. Ben oui, elle travaille avec la lettre I pour faire le son WA. Wow! Si je continue, il y a même le mot flotte. Vous avez vu la lettre O? Dans flotte, je n'ai pas dit O, j'ai dit A, flotte. Ça veut dire quand elle travaille tout seul, elle fait parfois le O, et parfois, elle fait une autre sorte de O. C'est un O, il y en a qui appellent ça le O fâché. Ouais, le O fâché. C'est comme quand tu dis Oh. Quand tu es fâché, tu fais Oh. Donc, tu as O puis tu as Oh. Tu as deux sons différents, comme dans float. C'est pas float. Non, float, c'est comme en anglais. Là, on dit flotte en français. Fait que vous voyez que le son, la lettre O, c'est compliqué. Donc, pourquoi j'ai pris ce son-là, cette lettre-là? En fait, c'est que quand on montre les correspondances des lettres vers les sons, c'est ça que les enfants ont à vivre. On leur montre toujours que O fait O. Mais dans la vraie vie, puis c'est ça que j'aime dans les textes, ça nous montre que O ne fait pas juste O, il fait A. Puis en plus, il travaille avec d'autres lettres pour faire d'autres sons. Donc, les gens qui disent « Ah, c'est facile, apprendre le son de O », non, c'est pas facile. Vous voyez, il fait deux sons quand il travaille tout seul, puis il fait d'autres sons quand il travaille avec d'autres lettres. Fait que c'est pas si simple. Ce que j'aime, c'est que ça donne à l'enfant, ça y rappelle finalement que Nathalie demande est-ce que c'est le O ouvert? Oui, le O fâché, là, c'est le O ouvert, là, le A, comme dans flotte. Oui, c'est ça. Donc, leur apprendre les syllabes avec du concret, Faiza. J'ai des cubes de lettres de l'alphabet et je compose des syllabes avec et je demande à l'élève de former des syllabes. Je fais plusieurs séances avec du concret avant de demander à l'élève de lire sur du papier. Oui, on peut concrétiser, mais au-delà, parce que de demander aux élèves d'écrire des syllabes, ils ne savent pas lire et écrire. Que tu le fasses avec des papiers, des crayons, des grosses lettres, il faut leur montrer les correspondances son lettres. Puis ça, c'est une activité plaisante qui est concrète. Mais ce que je suis en train de parler, c'est si vous voulez montrer le son des lettres avant de faire ce genre d'activité-là, de juste d'explorer, par exemple, voir des lettres O, puis d'explorer quels sons elles font, ça va vraiment les entrer dans ce que c'est l'enseignement des correspondances son lettres. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile d'apprendre le son des lettres O, par exemple. C'est plus compliqué qu'on le pense. On pourrait faire la même chose, puis vous allez voir que, par exemple, avec F, c'est facile. F va toujours faire. Donc, il y en a des plus faciles que d'autres. Ça nous montre en même temps. Puis là, il y en a qui me disent, mais là, il est en première année, tu vas pas. Oui, je vais tout dire ça en première année. Puis ce que je vais dire, je dis, je ne vais pas les inquiéter tout de suite. Je vais dire,
C'est juste que vous dire que parfois, il faut se méfier de la lettre O. C'est ça qu'il faut retenir. Mais aussi, on va apprendre qu'elle fait O et qu'elle fait A. Okay? Puis je vais vous montrer, il y a même une règle qui explique les deux. Mais retenez ça, on va commencer par retenir ça au début, puis je vais vous donner des textes à lire où il y a beaucoup des mots qui contiennent le son O et A qui s'écrivent avec la lettre O. Donc, voyez-vous un peu comment je m'y prends? Puis après ça, je peux utiliser mes autres activités que j'ai, mais ça m'aide vraiment à montrer à l'élève que la lettre O, elle ne fait pas toujours O. Mais il apprend aussi qu'elle fait O de temps en temps. Je peux le faire avec n'importe quelle lettre. Là, je suis parti des lettres, mais je pourrais le faire à partir de sons aussi. Donc, dire par exemple, je vais vous lire l'histoire, puis quand vous allez entendre le son O, on va aller voir comment ça s'écrit. Fait que ça, c'est une autre approche qui est différente. Passer par les sons pour montrer comment ça s'écrit. Je l'ai déjà fait tantôt dans la conscience phono, mais c'est intéressant parce qu'ici, je vais avoir du O qui va s'écrire avec AU. Je vais avoir château qui s'écrit avec EAU. Je vais avoir malotru qui s'écrit avec O. Fait qu'on va voir rapidement que le O s'écrit de trois façons. Le son O. Donc, on peut faire d'un bord ou de l'autre, mais dépendant de ce que vous voulez travailler, c'est bon de travailler l'un et l'autre. Donc, ça va aider les enfants à mieux comprendre le principe alphabétique, mais aussi d'apprendre les correspondances son-lettres. Fait que vous voyez que c'est une méthode que tu as juste besoin d'un texte, puis tu démontres les correspondances son-lettres. Tu n'as pas besoin de raconte-moi les sons, raconte-moi l'alphabet, apprenti-son, la forêt de l'alphabet. Tout ça, ça peut être aidant. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est le fun, c'est qu'ici, je n'ai pas besoin de matériel. Je peux le faire dans des contextes, puis je peux le faire souvent dans plein de contextes. C'est ça qui est le fun. Donc, juste de dire, ben, cette semaine, on travaille, par exemple, ces deux graphèmes-là. On va aller voir quels sons ils font. On peut travailler plus qu'un graphème par semaine. Puis vous allez voir, à la fin de la semaine, ils vont s'en rappeler. Des questions jusque-là pour l'enseignement explicite des correspondances son-lettres, mais dans un contexte différent là, que du matériel, là, juste à partir des histoires. Je vous ai mis encore un script pour découvrir le son des lettres avec les élèves lorsque vous voulez lire une histoire ou lire une affiche, lire une comptine, puis on peut découvrir. Il y a même des collections qui existent où on exploite un son. Donc, on pourrait voir facilement à répétition la même correspondance son-lettre. On me pose souvent la question, la séquence, mais dans quelle séquence on monte? Le guide d'enseignement efficace nous dit qu'il faudrait commencer par des voyelles, puis enchaîner avec des consonnes qui s'allongent, avec ensuite des consonnes qui explosent, hein, le fameux versus le son. Donc, ça, c'est une façon de faire une progression. Puis ils disent de terminer davantage avec les ouilles, œil, comme on fait habituellement. Hein? Donc, on suivait déjà pas mal cette progression-là. Ce qui est triste, c'est que dans ce guide-là, il ne tenait pas compte de la fréquence. Ça veut dire qu'est-ce qui est le plus utile? Comme par exemple, le son OU ou le son CH. Il l'a souvent dans les mots en français. Et même si c'est plus compliqué, même si ça s'écrit avec 2 lettres, bien en fait, c'est bon de le montrer assez tôt parce que c'est très utile. C'est ce qu'on appelle la fréquence dans les mots. Une autre chose aussi qui est importante, c'est pas juste la fréquence, c'est aussi, est-ce que c'est stable la relation entre le graphème et le phonème? Tantôt, je vous l'ai dit, O, c'est pas stable. Vous avez vu, hein? O, ça fait O ou A, puis il travaille avec d'autres lettres. Mais F, c'est pas mal stable, ça fait F. Donc, c'est plus facile d'apprendre quelque chose de stable. À la limite, c'est plus facile d'apprendre F fait F que O fait O et A. Puis pourtant, O, c'est le premier qu'on montre. C'est juste pour vous dire qu'il y a d'autres facteurs qu'on tient peu compte, mais quand même, O est très fréquent. Donc, c'est peut-être l'avantageux de l'enseigner avant le F. Vous voyez? Donc, il y a déjà un article qui a été publié. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien. C'est une progression pédagogique qui est construite à partir des statistiques de l'orthographe du français. Elle propose, c'est Mme Stranger-Charol en France, qui propose une progression de l'enseignement qui tient compte pas juste du fait que c'est facile ou pas articulé, mais aussi ça tient compte si le graphème est complexe, donc y a-t-il plus qu'une lettre ou juste une lettre. Ça tient compte de la fréquence, ça tient compte aussi de la stabilité, de la relation entre son graphème et le phonème. C'est une belle séquence
Puis c'est récent, 2017, puis je pense que ça peut nous donner vraiment des bonnes pistes. Si vous voulez quelque chose de plus concret, je vous ai mis le lien du matériel Graphone qui est distribué gratuitement. Il n'y a pas de fonds reliés à ça, donc c'est gratuit, c'est une ressource gratuite, où ils se sont inspirés justement de cette progression-là de Sprenger-Charol pour proposer des activités, puis un ordre d'activités qui suit cette progression-là de l'enseignement des correspondances son-lettres. Donc, gardez ça en tête, le guide nous donne des indices, mais la meilleure séquence qu'on a entre les mains de nos jours, on a ça. Malheureusement, elle n'a pas été testée. Ça veut dire qu'on ne l'a pas testé auprès des élèves, mais au moins, ça repose sur un raisonnement qui est relié aux statistiques d'utilisation du français. Oui, Ariane. Allô, Pascal. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Je n'ai pas mes écouteurs, oui, mais très bien, ça va bien. Parfait. On est, mon équipe et moi, à essayer de faire un peu de ménage dans justement toutes les ressources. Donc, on a épluché vraiment Sprenger-Charol. On a regardé aussi ce que Graphone, ce que d'autres vont proposer. Puis, on est à essayer de voir. C'est parce qu'il y a des erreurs de concordance, ou en tout cas, ça ne matche pas. L'idée étant que Sprenger-Charol va s'adresser beaucoup plus à la correspondance graphème-phonème. Puis à l'inverse, dans Graphone, on va partir du phonème-graphème. Donc, c'est l'idée que dans un, c'est comme si on est capable de dire, ben oui, quand je lis, je vais avoir plus de fréquence et de consistance de ces graphèmes-là. Donc, c'est ceux-là qui seraient plus simples. Mais à l'inverse, quand je fais le transfert à l'écrit, quand l'élève est un scripteur, bien, ça ne sera pas la même chose. Puis, notre défi en ce moment, on est un petit groupe d'orthophonistes qui travaillent avec l'équipe de pédagogie. On essaie aussi de répondre, en fait, aux besoins des équipes pédagogiques. Je vais reprendre tes mots d'une formation précédente où on enseigne comme on nous a enseigné. Donc, nous autres, on nous a appris, on arrivait en première année, puis c'était les 26 lettres en avant de nous, puis on commençait avec les voyelles, puis on passait ensuite aux consonnes. Mais si on prend la logique, c'est de se dire, bien, le Y, on va le voir pratiquement jamais, puis il va pratiquement jamais faire I. Quand l'élève va le voir, il va faire Y. Mais quand il va écrire Y, ça ne sera pas un Y, ça va être un ILL ou ça va être... Donc, on essaye un peu de voir. Je sais que tu nous proposes ceci, puis on les a épluchés. J'essaie juste de voir comment est-ce qu'on peut... Je ne vais pas dire parler d'une séquence ou d'une progression, mais dans quelles circonstances ou dans quel contexte on prioriserait sans toujours se dire « Ah ben là, tu es en train de le présenter en lecture. » Fait que si ton intention, c'est de faire la lecture, par exemple, du graphème E-A-U, tu vas le présenter dans tel ordre. Mais là, si tu t'attends à ce que ton élève écrive bateau E-A-U au mois de décembre en première, non. Si tu écris B-A-T-O, good, comme il a compris le concept. Fait que c'est un peu tout ça. J'allais dire, c'est que je trouve que pour les équipes pédagogiques qui ont déjà les mains plus que pleines, c'est vraiment beaucoup d'analyse puis beaucoup de réflexion à avoir. Fait que ma question à toi, je sais que tu nous dis, c'est la question qui t'est posée, c'est la question à 1000 $. Tu serais riche si tu avais vraiment quelque chose de clé en main. Mais comment est-ce qu'on peut faire la part des choses puis de l'imbriquer un peu dans tout ça? Tu sais, je comprends le concept de le mettre en lien avec la lecture, je comprends le triangle. Je pense que c'est juste que on a besoin d'offrir quelque chose à se mettre sous la dent aux équipes pédagogiques pour être certains qu'ils ne sont pas en train de, je ne vais pas dire, mettre trop d'efforts sur quelque chose qui a peu d'impact ou pas assez sur quelque chose qui a beaucoup d'impact. Donc, c'est un peu ma question. Oui, bien en fait, juste pour répondre, première chose, Sprenger-Charol, l'article, il faut juste garder en tête que quand elle a écrit cet article-là, il y a plein de choses qui sont plus de l'articulation française. OK? Donc, puis eux autres, ils prononcent les E muets dans le sud de la France, à Marseille. Donc, pour eux autres, c'est une lune, pas lune. Fait que déjà, pour les voyelles, ce n'est pas toujours représentatif de ce qui se passe au Québec ou au Canada en général, qui est du français plus canadien. Quand on arrive avec Graphone, ils se sont pas mal collés à la progression d'encore de Sprenger-Charol. Puis Graphone a deux versants. Tu as la version lecture, puis tu as la version écriture, parce qu'ils ont fait aussi une version écriture qui s'appelle les mots orthographiés pour la première année. Donc ça peut peut-être te donner une piste parce que c'est du monde qui ont réfléchi là-dessus. Puis, il n'y en a pas de séquence qui est universelle. En fait, il y a des enfants qui apprennent mieux dans une autre que dans une autre. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est travaillez-le des deux côtés. Et ce que moi, j'ai tendance à faire,
Moi, je pars souvent de la conscience phono, donc du phonème, pour aller vers le graphème. Puis c'est plus naturel pour les enfants. Donc, ça les aide beaucoup en écriture. Donc, je travaille davantage, moi, du son vers la lettre parce qu'on part de l'oral vers l'écrit. Je trouve que quand on part de l'écrit, qui amène ça au son, des fois, ils n'ont pas la conscience phono. Fait que ça me permet toujours de faire de la conscience phono. Là, on est conscient de ce son-là. On va aller voir comment il s'écrit. Fait que là, je lis mon histoire, puis là, je dis des sons, puis on va voir comment il s'écrit. Puis là, je peux parler. OK, mais il faut faire attention. Hein. Par exemple, le son O, on voit que c'est écrit de 3 façons. Mais la lettre qui est le son EAU, il va faire O. Il ne fera pas autre chose. OK, quand je vais le lire. Le AU, la même chose. Mais attention au O. C'est là que là, je vais me poser des questions. Je vais voir attention à la lettre O. Hein? Donc, parce qu'on enseigne O fait O, puis c'est comme, c'est pas ça. Ni d'un bord, ni de l'autre. C'est pas facile. Donc, j'ai plus tendance à partir de ça. La progression que je prendrais, je pense que je prendrais la même chose que Sprenger-Charol ou Graphone. Je ne me casserais pas plus la tête que ça. Pourquoi? Parce que j'attends les prochaines études où ils vont la tester. Parce qu'elle n'est pas testée, hein? C'est juste raisonner. Donc, j'attendrai que ce soit testé. Puis je me dis, ça, c'est déjà mieux que faire l'ordre alphabétique. On s'entend. OK? Puis c'est un pas plus loin que de juste faire les voyelles, puis d'attendre que toutes les voyelles c'est fini pour qu'on voit les consonnes. Puis parce que des fois, je vois qu'ils font A, I, O, U. Puis là, genre, OU n'est pas là, puis ON n'est pas là, puis c'est super fréquent. Puis attendre d'avoir vu toutes les consonnes, je fais non. Je pense que dans Sprenger-Charol puis dans Graphone, ils ont ça. Ils mettent ce qui est fréquent avant. Puis ça, je trouve que c'est utile pour entrer plus rapidement avec succès dans la lecture. Fait que Ariane, c'est ça que je prendrais comme stratégie. Plus de partir du phonème vers le graphème. Parce que c'est naturel de faire graphème-phonème. Puis les enseignants le font tout le temps. Puis ça nous rappelle toujours, il faut faire notre conscience phono parce qu'il faut parler du son avant de pouvoir le lier avec les lettres. Fait que ce serait la stratégie que je ferais. Puis je suivrais quand même Graphone, mais ça nous amène des fois c'est sur le haut, fait toutes sortes de choses. Et après ça, je recadre avec les enfants. Je dis, OK, on va se concentrer sur ces deux-là, mais on le garde en mémoire parce que ça va venir à un moment donné, ça. Peut-être en deuxième, peut-être qu'on va le voir à la fin de l'année. Est-ce que ça répond au moins partiellement à ta question? Oui, puis je sais qu'il n'y a pas de réponse magique, sinon ça serait facile. Si on arrive avec, je vais parler de phonème, en fait, correspondance, comme par exemple le E qui arrive très tôt dans Sprenger-Charol, mais qui arrive vraiment au milieu de la liste dans Graphone. Est-ce qu'on tend à prioriser plus le E puis dire, dans le fond, c'est vrai que le E va faire E, comme dans Peur, on ne fait pas E, on fait. Donc, toute cette idée, est-ce qu'on se dirige plus vers, je ne vais pas dire une priorisation, mais c'est un peu ce que je veux dire. Ouais. Lequel prime sur l'autre? Comme le E, je veux dire, le E fera pratiquement jamais E à part dans un milieu de mots ou si on le prononce en finale. Sinon, il fait toute règle contextuelle. Donc, c'est ça. faire... Donc, ce que j'aimais dans le Graphone, c'est qu'ils ont suivi quand même Sprenger-Charol, mais ils ont modifié. Ils ont regardé quand même au niveau de l'articulation dans Manulex, ils sont allés revérifier la fréquence, par exemple. Donc, ça, c'est des éléments que je trouve intéressants. Puis effectivement, le EU, de montrer ça au début, je veux dire, il fait 2 sons ici, pas en France. Tu comprends? Okay. C'est ça l'idée. Il est plus complexe ici qu'en Europe. Fait que Graphone a tenu compte de ça. C'est ça que j'aimais de Graphone. Ouais. OK. Est-ce que ça te guide un peu? Oui, un peu, merci. Ça me pisse beaucoup, merci. OK. Avec grand plaisir. Donc, si je continue, on a parlé de la séquence. Puis vous avez vu qu'en parlant du haut, il a fallu que je regarde les contextes. Donc, la façon dont je vous parle, quand on va voir un graphème, puis on va voir une lettre, puis qu'on va voir qu'est-ce qu'elle fait comme son, ça nous amène à parler de certaines régularités. La première régularité que je vais vous parler, c'est les régularités orthographiques. Puis ça, on l'a dans notre guide, il en parle, qui sont les plus fréquentes en français. Puis c'est des règles orthographiques contextuelles. Ça veut dire que certains graphèmes, dans certains contextes, ont certains sons. Donc, vous connaissez la règle du C dur et du C doux. Donc, le C suivi du I ou du E. C'est intéressant, ça, parce que c'est la même méthode que je vous ai montré tantôt. On va aller voir la lettre C. Puis là, on va aller voir quels sont effets. Puis là, on peut déduire la règle avec toutes les listes de mots qu'on a. À chaque fois qu'il était devant un I, il faisait le
Et quand il était devant les autres, ça faisait K. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, mais on va voir aussi qu'elle avait H des fois. Donc, le contexte est important. Le S entre deux voyelles, le E suivi d'une consonne dans une même syllabe, comme dans mère, perdu, elle, appelle. Ça fait E. Donc, le E, quand il est dans une syllabe, puis il y a une consonne qui suit tout de suite après, ben, il fait E, il ne fait pas E. Donc, dans le, il fait E parce qu'il n'y a pas de consonne après. Dans petit, ben, il n'y en a pas parce que dans P, c'est la première syllabe, il n'y a pas de consonne après. Donc, on voit que il y a des règles comme ça. Le O, la même chose. Pour que ça se prononce O, il ne faut pas qu'il y ait de consonne qui suit dans la même syllabe. Comme là, dans la même syllabe, il y a beau. Tu ne peux pas dire bowl, c'est bol, parce qu'il y a une consonne qui suit dans la même syllabe. Fait qu'une règle. Le EU, la même chose. Quand il y a une consonne après, ça ne va pas E, ça va faire E, comme dans peur, menteur. Fait que ce sont des règles contextuelles. Le T suivi du I avec d'autres voyelles, ça fait dans patio, récréation, patience. Ce sont des règles contextuelles. Ils ont sorti dans le guide, ça c'est tiré du guide, les plus fréquentes. Puis il avait parlé aussi de la lettre du E muet, hein, qui est une règle qui dit finalement que ça permet de prononcer la consonne qui précède en général. Hein. C'est le fun de faire l'exercice quand on l'enlève, qu'est-ce que ça donne quand on lit. Puis ça montre aux élèves que c'est pas bananeux que j'écris, c'est banane, mais le son N, c'est écrit avec la N suivi d'un E muet. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de toujours garder une cohérence dans la conscience phonologique. On sépare en syllabes à l'oral autant en maternelle jardin qu'en première, deuxième, troisième année. Puis, on n'explique pas qu'il faut écrire bananeux, hein, c'est banane, mais que le N à la fin, on le prononce à cause d'un E muet, parce qu'on ne veut pas non plus que les enfants articulent bananeux. Je sais que dans certains matériels et certaines ressources comme Apprentisson, ils vont couper les syllabes en syllabes écrites, puis ils expliquent aux élèves la différence entre des syllabes écrites et des syllabes orales. C'est une méthode, mais ce n'est pas toujours cohérent avec ce qu'ils ont vu dans l'année précédente. Ça les mélange parfois, puis il y a certains élèves, surtout les élèves plus à risque, pour qui, il faut que j'apprenne qu'il faut que je le prononce comme ça, mais je ne le prononce pas comme ça, tu sais. Donc, c'est banane, mais il faut que j'écrive bananeux, mais quand je le lis, il faut que je dise banane, pas bananeuse. Ça devient très compliqué. Puis les lettres muettes, c'est mieux d'expliquer en règle que de les prononcer, pour la même raison que je ne dis pas tapis quand je dis tapis. Donc, je ne commence pas à prononcer les lettres muettes. Il y a des règles derrière ça. Puis ça, on a une règle. Les régularités, ce sont des règles orthographiques contextuelles. Donc, ça dépend la lettre et dans quel contexte. Fait que ça, c'est un exemple qu'on peut faire rapidement parce qu'on peut juste prendre ces lettres-là puis aller voir dans un texte qu'est-ce qu'ils font comme son. Puis on peut retirer la règle. Un peu comme j'ai fait tantôt avec le O, mais là, je pourrais le faire avec le T. Puis voir que des fois, il fait toujours T, mais des fois, il est silencieux. Puis que des fois, il est avec ET pour faire un E. Puis que des fois, il est devant I avec suivi de vous voyez, il fait plein de choses, le T. Mais j'apprends à son contexte qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que ça va tout le monde? Qu'est-ce que c'est une régularité orthographique contextuelle? Là, je parle de contextuelle. Mais il y a d'autres régularités orthographiques qui sont importantes. Comme par exemple, êtes-vous capable de répondre à cette question? Dans quelle position se retrouvent habituellement les lettres E à U dans un mot? Quelle est votre réponse? Donc, je vois José qui dit à la fin. Oui, c'est ça. Pourtant, moi, je ne me rappelle pas qu'on m'ait enseigné ça à l'école. Parce qu'à l'époque, on ne nous enseignait pas les règles de l'orthographe, il fallait comme les deviner. OK? Donc, Nathalie dit dans un mot de 2 syllabes, il se sûr qu'il est dans deuxième. Exactement, il ne sera pas dans premier. Hein? Mais ça peut être surprenant. Hein? Beau regard. Un autre famille. Dans beaucoup. Aha. Fait que vous voyez, même que des fois, on sait que c'est plus souvent à la fin des mots, mais ça arrive des fois. Puis souvent, ça va être au niveau morphémique. Donc, par exemple, dans beaucoup, OK, c'est comme beau et coup. Puis là, il y a peut-être un sens qui vient loin dans l'histoire et qui a fait en sorte qu'un beau coup, ça veut dire qu'il y en a, c'est un beau coup, ça veut dire que tu es content, il y en a pas mal. T'sais. Donc, vous voyez, on peut aller même chercher dans beau regard, mais c'est 2 mots là, ce qui est mis ensemble. Hein?
Beaulieu, c'est la même chose. Fait que vous voyez que c'est le morphème beau qui se retrouve un peu partout. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des régularités. En fait, certaines séquences de lettres ou certains sons se retrouvent plus dans une position que de l'autre. Puis ça, c'est ce qu'on va appeler des régularités orthographiques, en général de l'orthographe. Qu'est-ce qui est plus fréquent dans l'orthographe? Ce n'est pas nécessairement une lettre suivie qui change de son selon son contexte. C'est un autre type de régularité parce qu'il parle de ces régularités-là. Donc, si vous voulez connaître les différentes régularités, je vous ai mis une liste des régularités. Il y en existe plusieurs sur le web, mais celle-là, je la trouvais intéressante. Oui, ils vont nous parler de plusieurs régularités. Il y a le fameux EAU qui se retrouve plus fréquemment à la fin des mots, entre autres, mais il y en a d'autres. Donc, je vous donne cette liste-là qui est vraiment intéressante, qui a été mise à jour basée sur un mémoire de recherche qui nous donne de l'information sur quels sont dans l'orthographe, qu'est-ce qui est plus fréquent à quel endroit. Donc, je vous le laisse, c'est une ressource que vous pourrez aller voir et consulter. Puis comment on le travaille? Bien, c'est simple. Tu regardes cette séquence de lettres-là, puis tu regardes dans les mots où est-ce que ça se retrouve habituellement. Parler des régularités de ce qu'on voit souvent, c'est souvent à partir de listes de mots. Puis une liste de mots, au lieu que ce soit des mots comme ça au hasard, si tu prends le moindrement une histoire ou un texte, tu as assez de mots souvent pour tirer une régularité orthographique. Fait que ça, c'est vraiment un bon contexte de l'histoire pour ça. Le dernier type de régularité dont ils vont parler, donc on a parlé des régularités plus orthographiques contextuelles, puis l'autre des régularités orthographiques plus statistiques, qui se retrouvent un peu plus souvent dans telle position. Il y a les régularités, ce qu'ils appellent, eux, des régularités morphologiques. Donc, vous allez entendre parfois conscience morphologique ou régularité morphologique. Donc, les règles de la morphologie, là, quand tu es conscient de ça, on appelle ça de la conscience morphologique. C'est juste qu'il y a beaucoup de mots, je trouve, en ce moment pour parler tout de la même chose. Donc, quand on va parler de morphologie, on parle des morphèmes. En phonologie, on parlait des phonèmes, en conscience phonologique. Là, en conscience morphologique, on parle des morphèmes. Les morphèmes, c'est ce qui sert à bâtir les mots aussi. C'est plus grand qu'un son, là. Donc, par exemple, dans déranger, si on met ça le plus simple possible, c'est les préfixes, les radicaux, puis les suffixes. Je vais parler surtout, pour ceux qui sont plus en linguistique, là, de la morphologie dérivationnelle. Donc, les mots de la même famille. Donc, on va parler surtout de ça. On ne parlera pas de l'autre aspect, qui est un autre aspect plus utile pour l'orthographe grammaticale. Donc, par exemple, le mot déranger, je trouvais que l'exemple était bien intéressant. Dans déranger, le radical, c'est rang. Tu sais, quand on place en rang, là, on se place droit, c'est ordonné. Mais quand tu mets le « et » à la fin dans ranger, c'est l'action de se mettre en rang ou d'ordonner quelque chose. Donc, quand tu ranges, c'est un peu comme tu places les choses en rang. Hein? Quand tu ranges les cannes les boîtes de conserve, tu les mets en rang. Donc, tu voyais ranger, rang. Puis déranger, c'est ça. Quand tu as bien rangé, tu déranges, tu défais l'ordre. Parce que dé, ça veut dire le contraire de. On utilise le mot déranger, déranger. Mais avez-vous déjà réfléchi à sa racine? Au ER à la fin qui nous dit que c'est un verbe, puis que le dé qui veut dire le contraire de. Un mot aussi simple que déranger, c'est morphologiquement complexe. Vous voyez, il y a 3 parties qui me donnent 3 informations. Ça aide à écrire. En fait, on sait que les préfixes, comme le D, ont tendance à s'écrire toujours de la même façon. Fait que là, il y a plein de mots qui commencent en D qui veut dire le contraire de quelque chose. Ça, c'est utile à apprendre aux élèves parce que quand tu vois D quelque chose, ça t'aide à apprendre le sens d'un nouveau mot peut-être, mais aussi, ça me permet de savoir comment il s'écrit déjà parce que ça s'écrit toujours à peu près de la même façon. La même chose pour les suffixes. Une action ER, il va y avoir des IR aussi, on le sait. C'est un verbe. Ça me donne une information, c'est l'action de. Mais aussi le radical. Pour me rappeler que rang, ça prend un G, mais c'est ranger. Ça m'aide à me rappeler que rang, ça s'écrit avec un G, à la lettre G.
Et tous les mots, rangement, tout ça, ça va toujours s'écrire R-A-N-G. Ça, c'est pas R-E-N tout à coup, là. Donc, même la racine du mot, le radical, a tendance à s'écrire toujours de la même façon à travers tous les mots de la même famille. Fait que vous voyez que ça m'aide à comprendre des mots en lecture, mais ça m'aide aussi à garder un bon orthographe en écriture. Ce que j'ai fait, puis ça, j'ai travaillé avec Daniel et Brigitte hier, c'est hier, hein, Daniel et Brigitte. Puis on se posait plus de questions sur les ressources, sur les préfixes, suffixes fréquents dans la langue. Puis on a vu la ressource Alloprof, qui est vraiment intéressante, qui nous donne une liste des mots, des préfixes les plus fréquents en français, une liste des suffixes en français, mais aussi avec leur signification. Parfois, c'est pas facile d'expliquer en mots ce que ça veut dire, puis il nous donne une façon de l'expliquer aux élèves. Puis il y a aussi une petite fiche sur les mots de la même famille. Parce que quand on parle des mots de la même famille ou le petit mot dans le grand mot, là, on parle du radical. On ne parle pas des préfixes et suffixes. Donc, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on travaille avec les enfants de première et deuxième année, puis troisième année, bien, on va voir que la régularité morphologique, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas juste parler des mots de la même famille ou du petit mot dans le grand mot. Il faut parler aussi des préfixes puis des suffixes. Ça, ce n'est pas des petits mots vraiment, c'est des parties de mots qui sont fréquentes et qui ont du sens. Fait qu'on me pose souvent la question, mais comment on va travailler ça? Je vous ai mis un petit script qui peut être intéressant encore, comme dire, dans le mot dérangé, je vois le radical rang, puis on peut l'écrire. Si on est en première, deuxième, troisième, là, ça, ce n'est pas des activités de maternelle jardin. Oui, Brigitte, il y a Morpho Plus par Nathalie Chapelot qui fait du bon travail en conscience morpho aussi pour les enseignants et les orthophonistes. Donc, ça, c'est du matériel qu'on veut faire juste de la morpho. Mais si tu veux intégrer ça au quotidien, tu peux en faire de la morphologie. Il faut que tu trouves un mot avec des préfixes, des suffixes et des racines. Puis de dire, par exemple, le mot dérangé, je vois le radical rang qui signifie droit et ordonné, comme quand on se place en rang. Hein? Puis il y a plein de mots de la même famille que le mot rang, comme ranger, rangement, hein, qui réfèrent aussi à ce qui est en ordre. Puis au début du mot déranger, il y a le préfixe D, hein, qui veut dire le contraire de. Puis à la fin, il y a le suffixe E, hein, qui me dit que c'est un verbe. Donc, déranger, ça veut dire le contraire du verbe ranger. Donc, c'est déplacer, perturber quelque chose. C'est utile de savoir comment s'écrivent les préfixes, les radicaux et les suffixes, car ils ont tendance à s'écrire toujours de la même façon. Donc, ça nous permet de travailler la morphologie. Est-ce qu'il y a une nouvelle ressource pour évaluer la lecture autre que GB+? Donc, Faiza, ce n'est pas le but de la présentation. Oui, il y a d'autres ressources, évidemment, là, autres que GB+, pour évaluer la lecture. Mais la meilleure lecture, la meilleure façon d'évaluer un enfant, c'est de lire avec lui, de le faire lire, puis de voir qu'est-ce qu'il est capable dans ces habiletés-là, qu'est-ce qu'il n'est pas capable. C'est encore mieux que n'importe quel outil. Et je veux quand même vous rassurer que qui va arriver bientôt, le ministère de l'Éducation a engagé une équipe qui va se réunir dans les 2 prochaines années pour créer 3 choses importantes. Une progression des apprentissages à décodage, un peu comme je viens de vous montrer. Il va y avoir aussi des dépistages. Ça va être des bonnes données Faiza qui vont vous permettre d'avoir des bonnes données de maternelle jusqu'en 3e année. Donc, des dépistages au moins 2 par année. Donc, ça va vous donner des bonnes données, autres que GB+, mais on ne jettera pas nos GB+, à la poubelle non plus. Il y a des bonnes choses qu'on peut faire aussi avec ça. Et la dernière chose qu'ils vont fournir, ça va être vraiment des lignes directrices de l'enseignement efficace. Donc, ils vont vous dire, pour qu'un enseignement soit efficace, ça doit tels éléments qui soient dedans. Donc, ça va être vraiment concentré autour de ce guide-là que je viens de vous présenter. J'espère que ça répond à votre question, Faiza. Donc, comme vous voyez, le guide pédagogique parle de conscience phonologique, conscience phonémique, hein, on a vu. On a parlé de l'enseignement des correspondances graphèmes-phonèmes, puis de l'analyse de mots écrits. Si vous voyez bien les régularités orthographiques, on a vu les contextuels, puis on a vu aussi les plus statistiques, hein, qu'est-ce qui apparaît le plus souvent dans les mots, avec une liste. Puis on a aussi les morphologiques, hein, qui servent à parler du radical, du préfixe et du suffixe. Donc, ça nous permet de voir qu'il nous faut tout ça, plus le vocabulaire qui n'est pas là, que je ramène encore,
ça nous permet de voir que c'est vraiment important de travailler ces aspects-là puis de prendre le temps de les mettre en place parce qu'on sait qu'après la 3e année, les textes augmentent rapidement en complexité puis ça demande d'être automatique dans notre décodage. Donc, il faut qu'il y ait décodé beaucoup en première, 2e, 3e année pour puis décoder après. Donc, je pense que ça nous donne des grandes bases de ce que c'est notre guide d'enseignement efficace. Donc, Amélie pose la question, est-ce que la segmentation phonémique devrait être travaillée avant la fusion phonémique? Je l'ai mis dans cet ordre-là, mais effectivement, Amélie, c'est peut-être plus facile pour les élèves de travailler la fusion en premier que la segmentation. Donc, des exercices comme la glissade, tu sais, de dire que ça, c'est par exemple, c'est U, ça, c'est A, puis là, je vais glisser le A jusqu'au U. Vous allez voir, c'est plus facile que de demander Al, c'est quoi le premier son, c'est quoi le deuxième son. Hein? Donc, c'est pas mal plus facile. Aussi, un autre truc aussi, je sais que Graphon utilise le sac de boxe, hein, on fait de la boxe. Donc, par exemple, dire qu'il n'y a pas toujours des sons qui glissent, il y a des sons qui frappent. C'est comme le P, ça frappe. Donc, ma main, c'est le A, mon poing, c'est le P. Okay, donc, le P et le A. Quand je frappe, ça fait A. Donc, il utilise une autre analogie parce qu'on sait que travailler avec des sons qui explosent, comme les P, les K, les T, bien, la glissade, ça ne marche pas, puis c'est plus difficile pour les élèves. Donc, du matériel à peu près comme Graphon. Je l'aime, celui-là, parce qu'on dirait qu'ils ont pensé à beaucoup de choses. Puis vous allez voir, il n'y a pas seulement une chose, il y a énormément de matériel qui ont été créés en collaboration avec des orthophonistes et des enseignantes. Puis le site que je vous ai donné donne accès à tout ce matériel-là qu'ils ont créé. Donc, des analogies comme ça. Donc, Amélie, j'espère que ça répond à ta question. Donc, je pense que ça fait vraiment le tour des choses qui sont importantes. Et ce que je veux souligner, c'est que oui, on en a parlé, surtout dans une histoire, hein, donc de regarder des textes dans l'histoire, mais des textes, il y en a partout. Donc, vous voyez, je suis entouré de livres d'histoire parce que je fais beaucoup la promotion de la littérature jeunesse. Ça donne un côté aussi identitaire. Donc, ça permet aussi de se relier affectivement à des objets culturels, d'aimer des auteurs, des illustrateurs, des collections. Mais les comptines et les chansons aussi. Il y a énormément de comptines et de chansons maintenant. Bon, on a plein de chanteurs franco-ontariens. Puis de prendre des chansons de chanteurs franco-ontariens, de regarder les textes, d'apprendre des correspondances son-lettres, pourquoi pas? Donc, ça peut être vraiment intéressant, ou des comptines qui aiment. Et je garde toujours aussi l'exemple du message du jour, qui est une activité très, très utilisée dans les écoles. Donc, pour rendre ça un peu plus vivant, j'ai donné souvent le conseil que rendez vos messages du jour plus interactifs. Donc, par exemple, écrivez à quelqu'un, pas toujours l'enseignant qui écrit aux élèves. Donc, ça peut être les élèves avec l'enseignant qui écrit à une autre classe. On peut écrire au tableau, leur écrire, par exemple, au propre sur un courriel. Donc, on fait nos phases de planification, rédaction, publication. On envoie le message à l'autre classe, puis ça devient leur message du jour qu'ils vont lire. Puis peut-être que vous allez leur parler quelque chose, leur poser des questions, mais eux peuvent lire ça. Puis là, tu as du texte, tu peux enseigner des correspondances, faire de la conscience phonologique. Tu peux tout faire ça dans cette activité-là, mais elle est vivante dans le sens qu'une classe interagit en s'envoyant des messages du jour. Donc, ça crée une situation authentique d'écriture, ça te permet de travailler l'espace de lecture et d'écriture qui sont dans notre curriculum. Puis avec le texte qui est là, tu peux faire de la conscience phonologique, tu peux travailler des régularités orthographiques, tu peux travailler le nom des lettres, le son des lettres, tu peux travailler le vocabulaire, si tu veux, pour ajouter du vocabulaire. Donc, ce qu'on a vu là peut s'intégrer dans différents contextes aussi. Donc, n'oubliez pas qu'il y avait la liste des présences qui était là. Donc, je vais peut-être la remettre. Copier. Je vais vous mettre la liste des présences. Si vous n'avez pas rempli la liste des présences, j'ai remis la liste des présences dans le chat. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et évidemment, on a notre sondage. Donc, je vais le mettre aussi. Donc, n'oubliez pas de remplir le sondage à la fin de l'activité, de la présentation. Pour connaître, on lit avec grand soin là, vos commentaires. Puis, je pense que le Centre Franco, ça leur donne de bonnes rétroactions aussi sur la valeur de ce qu'on vous offre. Donc, des questions pour terminer la présentation?
ou si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et excuse, c'est Louis qui parle. Juste avant la période Oui. des questions, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, voilà.